Bonjour les coquelicots, David Bocage qui revient pour un nouvel épisode de Dread sur le tape. Avant de vous présenter l'invité d'aujourd'hui, Monsieur Jocelyn Thibault, je vais juste revenir rapidement sur un épisode il y a quelques semaines, parce que il semble, ça peut porter à confusion, mais il y a quelques semaines, vous le savez, je le mentionne souvent sur le podcast, chaque épisode qui sort ici en public est d'abord sorti 2 semaines avant sur Patreon. Donc, les épisodes souvent sont enregistrés évidemment des mois d'avance et les intros audio des semaines avant leur sortie publique. Et je le mentionne parce que un des épisodes récents avec Monsieur Nicolas Baudin, jeune joueur des Blackhawks de Chicago, est sorti dans un timing assez bizarre et non prémédité. Parce que l'épisode est sorti à peu près en même temps que la nouvelle du scandale de Kyle Beach, qui est un ancien joueur des Blackhawks, qui a, on l'a appris, a été agressé sexuellement et ça a été couvert par les Blackhawks sur des années. Ça a été évidemment un fiasco sur toute la ligne et tous les gens du management des Blackhawks ont perdu leur emploi à la suite. Tout ça pour dire, je le mentionne parce que évidemment tout ça avait été enregistré, les intros d'avance et le terme prestigieuse avait été utilisé par ma personne pour parler de l'organisation des Blackhawks. Vous aurez compris que ça ne s'applique plus. Aux Blackhawks, on ne peut pas dire de cette organisation qu'elle est prestigieuse, surtout avec ce qui est de sortir. Je le mentionne parce que les gens vont dire, mon Dieu, c'est drôle qu'ils utilisent ce terme-là, parce que l'épisode est sorti. Donc, ça pour dire, je voulais l'expliquer, ça avait été enregistré des semaines à l'avance, dû à la sortie sur Patreon, toujours à l'avance. Donc, voilà, c'est un incident extrêmement triste, malheureux, qui entache la dynastie des années 2010 des Blackhawks. Mais chapeau à Kyle Beach d'être venu de l'avant, puis même de s'être affiché en public parce que pendant longtemps il avait utilisé la cour le protégeait avec le terme fictif John Doe et c'est lui là qui est sorti en public et qui a fait une longue entrevue avec Rick Westhead, si je me trompe pas, le gars de TSN. Si vous allez voir une longue entrevue d'une demi-heure, mais je voulais lever mon chapeau à Kyle Beach d'avoir été de l'avant avec ça et en espérant que ce genre d'incident ne se reproduise plus jamais. Donc voilà, c'était pour mentionner parce que des gens m'avaient souligné sur le Patreon, prestigieuse, puis évidemment j'avais enregistré ça des semaines d'avance, j'avais plus aucun souvenir. Et c'est malheureux comme coïncidence dans le timing et surtout avoir su, évidemment, ça aurait jamais été fait. Donc jamais été utilisé comme terme dans le sens de voilà. Donc, ce qui nous amène à l'épisode d'aujourd'hui, dans un autre ordre d'idées, l'adorable Jocelyn Thibault. Et encore une fois, je dois mentionner les dates, comme d'habitude, j'ai enregistré ça le 5 août 2021 avec Jocelyn. Je le mentionne parce que Jocelyn est revenu dans les nouvelles récemment, heureusement pour des bonnes raisons dans son cas. Il a été nommé à la tête de Hockey Québec et c'est pour ça que vous allez dire, je le mentionne parce que sinon vous allez dire pourquoi vous n'en parlez pas dans l'épisode. Et dans l'épisode, je lui demande quels sont ses projets, lui qui est plus avec le Phoenix, et on sent qu'il peut pas encore le dire. Donc, c'était tout juste avant que ça sorte. Et ce n'est que partie remise. Ça va me faire plaisir de recevoir Jocelyn une autre fois pour qu'on discute de ça. Moi, ça fait longtemps que je veux recevoir des gens reliés à Hockey Québec. Et j'en ai même mentionné souvent, pas souvent, mais quelques fois sur le podcast. J'avais enregistré un épisode avec quelqu'un d'Hockey Québec il y a quelques années qui était tellement mauvais que j'ai jamais pu vous le sortir. Même que certains patrons vont dire, mais là, sur Patreon, non, il est trop mauvais. Je l'ai fait écouter à Sam Tétrault, par exemple, ça, il y a rien d'utilisable. L'invité avait été catastrophique. Donc, voilà, ça n'est que partie remise. On recevra Jocelyn Thibault qui est à la tête maintenant de Hockey Québec, qui avait besoin d'un solide remaniement. Là, il y avait eu des scandales dans les dernières années. Peut-être avez-vous suivi ça. Le directeur avait été accusé de manque. En tout cas, bref, le leadership était nécessaire à Hockey Québec. Donc, très content, un nouveau défi pour Jocelyn et c'est super. Mais Jocelyn, inquiétez-vous pas, même si on parle pas d'Hockey Québec, de son nouveau poste, il y a j'allais dire une carrière, mais il y en a plus qu'une derrière lui parce qu'il a été autant joueur dans la Ligue nationale que directeur général dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Bref, énormément de sujets avec ce gars-là qui est absolument adorable. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est l'ancien Cerbère du Canadien de Montréal, le premier à mon souvenir à cause de mon âge, que j'ai connu, dont j'étais conscient. Donc voilà, je répète, j'ai rencontré Ghislain Dufresne, le gars qui remplaçait Small Fecto dans les Chicken Swell. Ben non, c'est pas ça. C'est Ghislain Tachereau. Ou non, c'est le gars dans le Crampe en masse? Ghislain Dufresne? Anyways. Peu importe. Jocelyn Thibault, 5 août 2021. Le voici, Jocelyn Thibault, à Dread sur le tape. Dread sur le tape. Avec David Bocage.
Jocelyn, je suis vraiment content de te recevoir aujourd'hui. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Il y a eu moult, ça les gens ne sauront pas ça, il y a du montage. On a eu moult de problèmes techniques avant, mais la vie, on peut se parler même si je suis à Montréal et toi tu es à... Sherbrooke, en fait. Sherbrooke, exactement. Ouais. Je l'ai dit avec le petit... Il y en a qui disent Sherbrooke, hein, qui disent le petit accent. On a dit Sherbrooke. En fait, je vous dirais, la majorité des gens de 55 ans et plus de la région de Sherbrooke vont dire Sherbrooke, mais les gens beaucoup plus jeunes que ça, de mon âge, vont dire Sherbrooke. Donc, en tout cas, c'est ce que j'ai pu constater depuis mes 20 dernières années ici. C'est pas de là que ça venait justement les bâtons Sherwood? Sherwood, oui. En fait, encore une fois, Sherwood, appelez comme tu veux, mais effectivement, en fait, d'où je suis situé aujourd'hui, là, l'ancienne usine, parce que il y a encore des bureaux, Sherwood a été vendu. Il y a encore quelques bureaux, je dirais plus des entrepôts, mais ça se situe à peu près à 3 minutes d'où je suis présentement. C'est vraiment près là, d'où je suis. Donc, c'est en fait un site légendaire ici à Sherbrooke. Là, les bâtons Sherwood, ça a été très populaire là, il y a plusieurs années. Ouais. Oui, moi j'ai joué avec un Sherwood. Je sais que j'ai pas l'air de ça, j'ai l'air d'avoir 17 ans, mais j'ai joué avec un bâton en bois. Moi, je pense jusqu'à comme 18, 19, 20 ans. Là. Écoute, qui n'a pas joué avec un Sherwood à l'époque? Et c'est ça. Ça a changé, mais effectivement, c'était un bâton extrêmement populaire pendant très longtemps. C'est l'une des dernières compagnies québécoises de hockey, tu sais, je pense, qui restait là, tu sais, au Québec. Ouais. Là, il y a Lefebvre, tout ça. Mais avant qu'il y ait la Chine envahisse. Ouais. Sherwood, maintenant, si je me trompe pas, ça appartient à la compagnie à Canadian Tire. En fait, là, la compagnie ils détiennent plusieurs entreprises, mais je pense que ça fait partie de la grande famille des Canadian Tire maintenant. Donc, en tout cas, bref, je connais pas toute l'histoire, mais il y a eu beaucoup de changements dans les dernières années. Effectivement, je veux pas m'aventurer dans ce coin-là. J'aime ça, tu sais, bonjour, 10 minutes sur Sherwood. Exactement. Je suis pas assez calé, là, effectivement. Là. Parce que ça a commencé, Sherbrooke, à moins qu'il y ait un autre lien. Est-ce que ça a commencé à cause de ta carrière junior? C'est ça le lien? Ouais. Ouais, vraiment. Écoute, quand j'étais à Trois-Rivières, j'ai commencé ma carrière junior à Trois-Rivières. J'avais 16 ans. Et puis, après mon année de 16 ans, dans l'entre-saison, l'organisation des travailleurs Trois-Rivières a été vendue ici à Sherbrooke, là, à un groupe d'investisseurs. Donc, l'équipe a déménagé tout simplement à Sherbrooke pour la saison 92. Donc, c'est ça. Depuis ce temps-là, en fait, mon lien envers Sherbrooke s'est créé vraiment à partir de ce moment-là. Et toi, c'est parce que ta blonde vient de ce coin-là que ça t'a retourné là-bas ou ça... Ouais, longue histoire, mais effectivement, j'ai rencontré ma blonde à l'époque, qui est maintenant encore ma femme, en 92, à l'automne 92. Écoute, on a eu une saison un peu magique à ce moment-là, 92-93 à Sherbrooke. On avait fini le premier classement général. Je me trouve au deuxième, en tout cas, peu importe. Et puis, on avait perdu en finale contre le Titan de Laval. On avait eu vraiment une belle saison. Et puis, je te dirais que de fil en aiguille, on se fait des amis. Puis, on revient des beaux-parents et ainsi de suite. Donc, je te dirais que j'ai joué plein nordique durant l'été. Je revenais ici durant mes étés. Après ça, quand j'ai joué professionnel, quand j'ai joué pour Montréal, là, je me suis installé dans la région de Montréal, plus particulièrement sur la Rive-Nord. Moi, je suis un gars de Laval, je suis un gars de la Rive-Nord. J'ai été quelques années, là, je te dirais dans les années 95 à 99, dans la région de Montréal, sur la Rive-Nord, l'année longue. Et puis, quand j'ai été échangé à Chicago en 98-99, on est revenu dans la région de l'Estrie. Puis là, vraiment, durant mes entre-saisons, on s'est trouvé un petit pied à terre dans la région de l'Estrie. Et puis, je te dirais, depuis 99, là, je passe mes étés ici, en Estrie. Et depuis ma retraite de joueur actif en 2008-2009, près dans ce coin-là, là, je suis vraiment à l'année depuis ce temps-là. Donc, ça fait à peu près 12-13 ans que je suis vraiment à Sherbrooke, dans les cantons de l'Est à temps plein. Donc, j'ai fait vraiment le recap de mes 30 dernières années géographiquement. Mais je suis revenu comme ça, la belle famille, mais vraiment la région. J'aime beaucoup le coin ici, les amis, tout ça. Puis, à un moment donné, on s'enracine, puis c'est comme ça. Ouais, puis aussi le petit détail là, que tu as acheté une équipe
acheté, fondé, t'es actionnaire DG d'une équipe junior majeure à Sherbrooke. Petit léger détail qui fait aussi que ton implication à Sherbrooke devient même professionnelle rendu là. D'ailleurs, félicitations. Je pense que 2019-2020, tu as été nommé DG de l'année dans le junior majeur. Oui. Ben, merci. Écoute, il a fait l'année avant la pandémie, là. Oui, exact. Ou l'année de la pandémie, on va le dire comme ça. Ouais. Mais sincèrement, merci. Mais c'est arrivé comme ça. Écoute, on a parti le Phoenix de Sherbrooke. En fait, cette année, on fête nos 10 ans. La saison inaugurale, c'était 2012-2013. Et c'est venu, écoute, d'une rencontre un peu par hasard avec le nouveau maire de Sherbrooke à l'époque, qui était Bernard Sévigny, qui a fait, je pense, ses 2 mandats ici à la tête de la ville. Et puis, aux alentours de 2010, après 2011, à un moment donné, il y avait une volonté ici à Sherbrooke, en tout cas à tout le moins politique, de ramener une équipe de hockey junior ici à Sherbrooke qui avait quitté en 2002, 2003, 2004, quelque chose comme ça. À tout le moins, bref, au début des années 2000. Et puis, donc, c'est ça. On m'avait demandé à l'époque de prendre un petit peu le bâton du pèlerin pour faire du démarchage auprès de la Ligue et puis aussi au niveau d'un groupe d'investisseurs potentiels. Et c'est comme ça que le Phoenix de Sherbrooke est venu au monde en 2012. Et puis aussi, parallèlement à ça, j'ai aussi participé à l'élaboration d'un complexe sportif ici de Trois-Glaces à Sherbrooke, où je me situe présentement. Alors, c'est un peu ça. Je te dirais que les derniers 10-12 ans de ma vie ont été consacrés professionnellement pas mal à ça. Oui, vous avez renippé ça. Le Palais des Sports avant, le feu Palais des Sports d'avant était vraiment délabré à l'époque. C'était abandonné. Ouais. Vous en avez fait non seulement quelque chose de bien, mais un des plus plus beaux amphithéâtres, de tout le junior majeur. Là. Entre autres, bien évidemment qu'en revenant dans la JMQ, le Palais des Sports, ça a toujours été un super bel amphithéâtre. C'est quand même, ça date quand même de 67, 68 dans ce coin-là, donc quand même depuis plusieurs années. Tu sais, avec la nouvelle LHJMQ, qui a un côté, tu sais, il y a un modèle d'affaires un peu différent du temps où je jouais, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus moderne, tu sais, les matchs sont beaucoup plus intéressants au sens, tu sais, vraiment de l'interactivité avec les fans, ces choses-là. Tu sais, au niveau technologique, c'est beaucoup plus avancé que ça pouvait l'être dans le temps. Dans le temps, on avait à peu près des fois, on avait un trompettiste et puis un peu de musique, un peu de Metallica, puis ça se résumait pas mal. Ça va gagner. Exactement, ça se résumait pas mal à ça. Puis aussi, maintenant, il y a un volet corporatif beaucoup plus important puis intéressant. Tu sais, t'as des loges corporatives maintenant dans les amphithéâtres. Tu sais, c'est différent. L'expérience au niveau des matchs est très différente de ce que ça pouvait être au début des années 90. Donc, il fallait mettre le Palais des Sports au goût du jour. Puis, je pense que la municipalité puis l'organisation fait une super belle job ici à Sherbrooke. Vraiment. Hey, excuse, mini détail, tu m'entends-tu bien au niveau du volume de la voix? Oui, super bien. Ouais. Tu as été DG de l'année et là, je sais pas si c'est la technique... bon, j'allais dire Kurt Cobain, c'est pas un bon exemple, mais t'es parti au top. T'as dit, bon, DG de l'année, merci, bonsoir. Ouais, en fait, ce qui est arrivé, c'est une longue histoire ou ça aussi, parce que quelque part, moi, je suis un des co-actionnaires de l'équipe depuis les tout débuts. J'étais vice-président hockey depuis les tout débuts. Puis, mais à l'époque, j'étais aussi investisseur aussi dans un complexe sportif au niveau de l'école secondaire du Trielet. Puis, j'étais très occupé dans ça. J'avais pas tant de temps à ça à donner au Phoenix de Sherbrooke. Et puis, je dirais de 92 à 95, 96 à peu près. Puis, moi, j'ai des filles qui jouent au hockey, puis j'étais beaucoup impliqué aussi dans la structure sport-études ici au niveau de la région, puis vraiment au niveau du hockey féminin. Donc, j'avais pas vraiment le temps à m'occuper du Phoenix à ce moment-là. Puis, aux alentours de 95, 96 à peu près, l'organisation, ça faisait quand même quelques années qu'on était dans la ligue, puis on trouvait au niveau de l'organisation que, tu sais, c'était lent à démarrer au niveau des opérations hockey. Tu sais, on n'avait pas vraiment les résultats qu'on souhaitait. Puis, écoute, à un moment donné, on a pris la décision de faire un petit changement à ce niveau-là. Puis là, au niveau du conseil d'administration,
de fil en aiguille, on m'a demandé un peu de m'en occuper, puis j'ai comme pris une décision importante dans ma vie, c'est de tomber du jour au lendemain des directeurs généraux de l'équipe. Donc, on a fait des changements vraiment à plein de niveaux de l'organisation, puis on a décidé de bâtir en quelque sorte vers une nouvelle direction. Et puis, ce que j'avais dit, donc j'ai quitté mon rôle de directeur général au début de la COVID, si tu veux, la fin de la saison 2019-2020, et si fin de saison, on peut l'appeler comme ça. Mais j'avais avisé quand même les gens du conseil d'administration, puis même les entraîneurs, puis le staff hockey que je quittais à la fin de cette saison-là, no matter what, et peu importe ce qu'elle allait arriver. Donc, oui, c'est sûr que si on peut dire, j'ai quitté au top, comme on dit, mais quand même, c'était déjà prévu que à ce moment-là, je quitterais mon poste de directeur général. Pour diverses raisons, j'ai beaucoup aimé mon implication. J'ai aimé le fait qu'on a bâti quoi qui était très solide. Je pense qu'il est encore très solide à Sherbrooke, mais écoute, je sais pas, c'était pas pour moi, puis c'est comme ça. Puis en même temps, je chantais comme organisation. On avait des gens solides en place qui pouvaient prendre la relève. Puis ça s'est bien fait, ça s'est fait de façon organisée, planifiée, puis je regrette pas ma décision. C'est parfait. On reviendra tantôt. C'est cool. Avec tes filles, tout ça, je trouve ça vraiment le fun, le hockey féminin, avec ton background. Une des raisons pourquoi j'étais autant content de te recevoir aujourd'hui, c'est que moi, de par mon âge, ouais. Le plus loin souvenir, là, quand j'ai commencé à regarder le hockey, évidemment, je suis un gars de Montréal, donc le Canadien de Montréal, le premier gardien du Canadien que je peux me souvenir dans ma mémoire, c'est Jocelyn Thibault. C'est là que mon cerveau, que ma mémoire a kick-in, que j'ai atteint l'âge où là, les souvenirs enregistrent. Donc moi, je me souviens que j'avais des napperons de Patrick Roy, mais je l'ai pas vu jouer. Je m'en souviens pas de mon vivant. Fait que pour moi, t'es le premier gardien de ma vie canadien. Okay. Je me souviens encore de ton fameux casque avec le masque de Jacques Plante dessiné. Ouais. C'était l'idée de qui, ça? C'est l'idée du concepteur du masque, sincèrement, qui était la compagnie Lefebvre à l'époque. Michel de son prénom, qui était, et encore probablement, c'est lui qui a parti ça, puis je pense que Michel est encore impliqué dans l'entreprise, mais à l'époque, au Québec, à tout le moins, c'était un fabricant de masques très, très populaire et très, très bon. Il y en a d'autres compagnies qui se sont ajoutées par la suite, mais Michel, écoute, mes premières jambières de couleur, quand j'étais Bantam, c'était des Lefebvre. Je jouais pour les Sénateurs de Laval à l'époque, puis on avait les couleurs des Capitals de Washington. Donc, mes premières paires d'avant, j'avais des jambières Bourdon. Je sais pas si ça va te dire quelque chose, mais c'est vraiment des jambières brunes, vraiment en cuir véritable, on va le dire comme ça, avec du véritable poil de chevreuil à l'intérieur qui pesait une tonne quand il était mouillé. Donc, mes premières paires de couleurs, c'était des Lefebvre bleu, blanc, rouge. Et aussi, quand j'étais bref, longue histoire courte, j'ai souvent eu de l'équipement Lefebvre dans ma vie. Et puis, quand j'étais avec Montréal, ben là, ça me prenait un nouveau masque. Et puis, j'ai toujours laissé beaucoup de liberté à mes concepteurs de masques. Je pas vraiment, tu sais, je laissais, j'avais des idées des fois, mais je laissais libre. En tout cas, je laissais beaucoup de cordes aux gens qui concevaient mes masques. Et puis, l'idée de faire le lien entre le passé et le futur, je trouvais ça hyper intéressant. Puis finalement, c'est un masque qui est encore très, tu sais, je m'en fais parler souvent encore. Puis je trouve ça intéressant. Je pense aussi quand t'es enfant, tu sais, il y avait quelque chose de cartoonesque aussi là. Marqué. Ça m'avait vraiment marqué. Ouais. Je le mets encore de temps en temps quand je joue des matchs d'anciens. Je l'ai fait revamper, je l'ai fait reniper en bon québécois par l'entreprise Lefebvre il y a quelques années, mais ça reste qu'il pèse une tonne. Tu sais, c'est vraiment des vieux matériaux, de la vieille technologie à l'époque. Puis quand tu compares ce masque-là au nouveau, ça n'a rien à voir au niveau poids, mais quand je joue un match des anciens, je trouve ça intéressant de le mettre. Ben, j'ai mal dans le cou pendant une semaine après parce qu'il est vraiment pesant. Ça fait changement des hanches, au moins. Oui, ben ça aussi, je m'en sens beaucoup, mais ça n'a pas rapport avec le masque. Par rapport à ça, c'est les hanches là, qui ont beaucoup mené après avec des opérations à ta retraite. Je me demandais justement, parce que j'ai eu une discussion avec Pascal Leclerc, que
que je vois assez régulièrement. On joue au hockey ensemble, mais Pascal ne joue. C'est un bon défenseur maintenant. Oui, c'est ça, exactement. Je l'ai vu jouer il y a 2 ans à peu près, par hasard, puis j'ai fait un scouting report suite à cette performance, puis j'étais très impressionné, je l'ai félicité. Ben, écoute, je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'anciens gardiens. Jean-Sébastien Giguère aussi était venu à cette ligue-là. Non. Les anciens gardiens sont pas intéressés à retourner garder. Bon, tout d'abord parce que les ligues sont trop faibles pour ça, mais aussi, même avant ça, physiquement sont trop amochés. Toi, je me demandais, à cause de tes hanches, si tu étais encore capable de jouer à l'occasion. Parce que Pascal, Pascal, il a fait de la game extérieure à Ottawa. Écoute, il s'est fait shooter. Il a goulé une période. Il en a eu pour 2 mois à s'en remettre, là, tu sais. Mais oui, mais c'est pareil. Pour répondre à ta question, moi aussi, je suis rendu. Je me suis refait en défenseur. Je me suis rebâti une carrière en tant que défenseur. J'adore ça, j'aime vraiment ça. Mais je mets les jambières de temps à autre parce que là, c'est sûr qu'avec la pandémie, les matchs d'anciens ont pris une pause, là, c'est sûr. Là. En fait, je remplace, je joue peut-être quelques matchs par saison. Mais en gros, avec le Phoenix de Sherbrooke, souvent, il va manquer un gardien de but. Tu sais, on pratique toujours le matin. Donc, des fois, il y a un gardien de but qui est malade ou qui est absent ou que, mettons, par exemple, l'année passée, on avait un gardien de but qui était parti au championnat du monde. Fait que ça va arriver que je mets les jambières avec l'équipe junior quelques fois par année. Tu sais, pas 30 fois, là, mais ça va arriver que je vais mettre les jambières une couple de fois par année. Puis je pratique avec le club junior. Comment les trouvent ça? Ben, c'est le fun. Là, j'ai encore mes vieilles pattes des Sables de Buffalo. Fait que, tu sais, c'est sûr que, écoute, quand il me voit arriver sur la glace, c'est sûr que le design a changé un petit peu. Mais les gars, ils aiment ça. Moi, j'aime ça. Et ce qu'ils trouvent bizarre, c'est que je réagis différemment de ce qu'ils sont habitués. C'est-à-dire que souvent, je vais rester debout sur un lancer, puis là, les gars, ils comprennent pas. Puis là, ils me lancent comme dans le ventre ou sur une épaule, puis là, ils comprennent pas que je suis resté debout sur un lancer. Donc, c'est vraiment, tu sais, là, vraiment, là, ils sont vraiment surpris par mes réactions des fois. Puis, mais j'adore ça, j'aime ça, les gars aiment ça. Puis, des fois, on est compétiteurs, puis on embarque dans le jeu, puis des fois, tu sais, au milieu de la pratique, j'ai la face rouge parce qu'à un moment donné, tu sais, tu challenges les gars, puis tu sais, à un moment donné, tu te laisses emporter, puis là, t'es plus en condition physique comme t'étais dans le temps, là, fait que, mais c'est ça. Fait que des fois, tu sais, quand l'entraîneur, il siffle, là, les gars, ils font un one lap, là, tu sais, ils font un tour, là. Ben, des fois, je le faisais pas ce tour-là, là. Mais. Je pense que c'est la loi. Je pense que la règle, c'est quand t'es propriétaire, t'es pas obligé. Ouais. C'est ça, tu te donnes le choix de pas le faire. Mais moi, je le faisais parce que mon rythme cardiaque était peut-être un peu trop élevé. Mais c'est le fun. C'est le fun. J'aime ça, embarquer avec les jeunes de temps en temps. Puis, mais effectivement, mes hanches sont amochées. J'ai eu quand même 3 opérations. Mais de temps à autre, de mettre équipement, là, c'est quand même agréable. Puis, je pousse pas la machine trop loin. Une des raisons pour lesquelles tu te mettais pas à genoux, c'est à cause de ton époque puis le style stand-up, mais l'autre moitié de la réponse, c'est tes hanches, j'imagine. Oui, ça aussi. Mais je disais toujours, la première 20 minutes, là, vous me verrez pas à genoux, les boys, c'est impossible. Mais à bout de 20 minutes, je venais comme on dit en bon québécois, à loosen up, là, puis à me réchauffer. Mais les premières 20 minutes, là, effectivement, que je mouillais pas mes jambières trop souvent. Comment c'était quoi parce que tu sais, t'as joué dans la Ligue nationale, mettons des années 90, 2000, 2008, justement, quand même, presque toute la décennie 2000. Ouais, quand tu vois des gars 2000, on est 2020 à peu près, 2021, tu vas avec des gars juniors, comment tu trouves leur calibre par rapport à ce que tu étais habitué? Tu sais, est-ce que, oui, tu joues plus, aussi régulièrement, mais par rapport à ton époque, est-ce que tu dis, oh, les jeunes sont meilleurs qu'à l'époque? Oh non, je suis encore on top. Tu sais, comment tu te sens par rapport au calibre des gars quand tu prends les tirs? Ben, ça, c'est intéressant parce que ça a beaucoup évolué. Puis à toutes les positions, là. Moi, je trouve que les gardiens de but sont beaucoup plus gros, plus imposants physiquement qu'on pouvait l'être avant. Tu sais, le moule physique d'un gardien de but a beaucoup changé. La technique a beaucoup changé aussi. Je pense que les jeunes sont peut-être plus en forme. Je dirais pas qu'on n'était pas en forme, mais je pense que c'est une coche de plus. Tu sais, je vais te conter des anecdotes vraiment drôles. Tu sais. Moi, quand je jouais junior, là, après chaque match, je mangeais une poutine. C'était
un classique, là, tu sais. Puis, anecdote, j'étais à Trois-Rivières à l'époque. Puis après chaque match, on était 2 gars en pension. Puis on se faisait livrer de la poutine de la même place. Moi, c'était une poutine italienne, puis l'autre, c'était une poutine régulière. Puis là, à un moment donné, on a changé de pension, on a changé de famille d'hébergement à un moment donné, milieu de l'année. Mais là, on a commandé de la même place. Et puis là, c'est le même livreur qui est venu. Là, quand il a ouvert on a ouvert la porte, puis quand il est venu nous livrer notre poutine, il est comme qu'est-ce que tu fais ici, vous autres, tu sais, c'est comme, fait qu'on se faisait livrer une poutine après chaque match. Puis quand mes parents, ma famille était au match, on allait manger au restaurant, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à cette heure, les gars font plus ça, là, tu sais, ça a changé. Pour des bonnes raisons. Mais, pour revenir à notre histoire, c'est que les gardiens de but, physiquement, ont changé. Tactiquement, sont peut-être plus avancés, plus athlétiques. Mais en contrepartie, dans le temps, on jouait une game peut-être plus intelligente. On jouait, on jouait une game peut-être plus cérébrale. Maintenant, les gardiens de but sont beaucoup plus robotiques, sont beaucoup plus différents. Ouais, exactement. Dans le temps, on était plus gamer, on était plus réactif. On coupait des jeux, on lisait beaucoup plus le jeu que les gardiens de but maintenant. Donc, ça a évolué beaucoup. Ouais. Il y a plus beaucoup, tu parlais du moule des gardiens aujourd'hui, il y a plus beaucoup de Jocelyn Thibault, là. 5 et 10. 5 non, 5 et 11, je parlais à quelqu'un l'autre jour, justement, puis, tu sais, je dis, écoute, ça, là, tu sais, je pourrais même plus jouer maintenant les gardiens de but. Je pense qu'en bas de 6 pieds, dans le national, je pense qu'il y en a un. C'est UC Saros qui est à Nashville, puis il est borderline 6 pieds, là. Mais effectivement, des gardiens de but en bas de 6-3, 6-4, 6-5, il n'y en a pas une tonne. Écoute, c'est pas impossible que ça revienne à un moment donné à des gardiens de but. Tu sais, des fois, il y a des vagues, il y a des époques, il y a des modes, mais présentement, la vague est au grand et gros gardien de but. Pour des raisons qui font du sens. Tu sais, les gardiens de but sont athlétiques, mais ils couvrent beaucoup plus d'espace. Donc, je comprends la tendance, c'est normal. Mais non, les gardiens de but 5 et 11, il n'y en a plus bien. Et peut-être Alak, qui est plus... Oui, effectivement, c'en est un des rares, peut-être à peu près à 6 pieds, là. Je te dis pas qu'il n'y en aura pas des 6 pieds, des 5 et 11, mais tu sais, je te dirais que en tout cas, ils seront probablement pas repêchés en première ronde. Autrement dit, tu sais, ça va. Les gars vont avoir des chemins peut-être plus sinueux, puis le chemin va peut-être plus rocailleux pour se rendre à la Ligue nationale. Les gars, les gars du junior, quand tu goals, ton pourcentage d'arrêt, tu penses qu'il est à peu près autour de quel? Ben, il est bon, mais tu sais, on est dans une pratique, là, fait que, tu sais, ça reste que, tu sais, sur 200 lancés, c'est dur à dire comment que je peux donner de but, mais chaque fois que je vois un match, je sais pas comment ce que ça donnerait, mais dans les pratiques, il est pas pire. Il est quand même pas pire. Tu te sens encore là, tu te sens encore en moyen. Oui, mais tu sais, comme je te dis, quelque part, tu sais, je veux dire, je veux pas la forme physique. Tu sais, sincèrement, si tu me dirais, Jocelyn, OK, parfait, là, tu vas faire tout le camp d'entraînement tu sais, qui s'en vient, tu vas faire tout le camp, puis après ça, puis tu vas faire les buts de la saison. Je dis, OK, parfait. Je pense que je serais capable, mais tu sais, je suis pas en mauvaise forme physique, mais il faudrait vraiment que je me remette en excellente forme physique. Il faudrait vraiment que je me tape un bootcamp là, vraiment sévère pour être sûr. Ouais, parce que tu te ramener à niveau. Exactement. Tu sais, tu peux pas exactement. Mais d'un point de vue, tu sais, mes habiletés sont quand même correctes. C'est juste que tu sais, quand tu goals 6 fois par année, tu sais, tu peux pas. C'est comme demander un ancien pro de la PGA de jouer 67 s'il joue 6 games par année. Tu sais, je veux dire, il jouera pas 126, mais quelque part, tu sais, il va lui manquer quand même une petite coche. Tu sais, je veux dire, ça se peut qu'il en drive 3 ou 4 dans le bois, là, tu sais, fait que c'est un peu la même chose. J'aurais une remise à niveau quand même à faire, là. Quand tu sortais de la glace, y avait-tu une poutine qui t'attendait dans le vestiaire? Non, mais Christy gros Gatorade, par exemple. Qui a comme 47 grammes de sucre. Ouais, c'est ça, parce que et puis toutes les électrolytes que je pouvais prendre. Mais même dans la Ligue nationale, les années où tu as joué, les gars passaient au Harvey's après la game. Tu sais, quand tu étais dans la Ligue nationale, c'était encore lousse aussi côté alimentaire, non? Oui, écoute, oui. Mais tu sais, la veille des matchs, là, dans mes années à moi, c'était pas rare que tu sais, mettons exemple, tu joues à, je sais pas moi, tu t'en vas jouer à Détroit, un match, mettons le jeudi soir, puis là, le mercredi soir,
tu vas souper au restaurant, puis tu sais, 3-4 bières avant le souper, là, c'était pas rare, là, à l'époque, tu sais, c'est comme ça, puis du vin en soupant, puis tout ça. Fait que les joueurs étaient pas nécessairement chauds, mais ce que je veux dire, c'est que c'était, je te dirais, beaucoup plus c'était la norme un peu à l'époque, tu sais, puis maintenant, les joueurs traînent leur bouteille d'eau partout, là, tu sais, les joueurs, tu sais, c'est une autre affaire, tu sais, les massages avant les matchs, les massages après les matchs, écoute, les joueurs, l'alimentation est tellement plus, je ne veux pas dire encadrée, mais plus poussée, là, tu sais, que ça pouvait être à l'époque, mais c'est une autre affaire, carrément, là. Nathan MacKinnon a son propre chef cuisinier qui paye 100 000 par année juste pour faire manger, là, tu sais. Fait que c'est quelque chose qui aurait été impensable. Entre autres, moi, j'ai connu la transition. Tu sais, moi, j'ai connu mes premières années dans la Ligue, j'ai connu les vieux de la vieille, vraiment. Puis à la fin de ma carrière, j'ai connu les crinqués de la nouvelle génération, tu sais, justement, des gars qui traînent leur bouteille d'eau partout, là. Tu sais, puis je fais des farces avec ça, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, la génération des joueurs qui se lèvent la nuit pour manger du poulet, là, tu sais, c'est vraiment cette génération vraiment extrêmement stricte sur leur alimentation, sur leur consommation, sur leurs habitudes de vie. Fait que j'ai vraiment passé d'une époque à l'autre, là. J'étais vraiment coincé entre les deux époques. Ceux qui se lèvent la nuit pour manger du poulet, c'est les vieux de la vieille ou c'est les nouveaux? Ben, c'est plus les nouveaux dans le sens, parce que j'exagère, mais il y a des joueurs que j'ai connus qui ont fait ça, c'est pour ça que je dis ça, là, mais c'est que c'est que ça. C'est maintenant, tout est vraiment calculé. Tu sais, on s'entend là exactement. Tu sais, puis j'ai connu des joueurs, puis des excellents joueurs qui eux, ils s'entraînaient pas avant le 15 juillet. Tu sais, ils mangeaient ce qu'ils voulaient, ils faisaient n'importe quoi jusqu'au 15 juillet. Puis là, les joueurs, à partir du 15 juillet, là, ils tombaient un peu en mode bootcamp, puis vraiment en mode préparation à la saison régulière, puis tout ça. Fait que puis ces gars-là, ils avaient des belles carrières, puis ils se débrouillaient bien, mais tu sais, maintenant, tu vois plus ça, là, des joueurs qui commencent à s'entraîner le 15 juillet, là, tu sais, c'est impensable, là, si tu verrais plus ça. La barbe longue, une bédaine de bière, bon! Genre, j'ai connu des joueurs qui arrivaient, mettons, exemple, là, t'as le camp d'entraînement, puis là, mettons, 2 semaines avant le camp d'entraînement, mettons, par exemple, t'arrives à Chicago, puis là, t'arrives 2-3 semaines avant le camp d'entraînement, puis là, on loue de la glace, puis là, on s'entraîne. Si on fait des scrimmages, mettons, 2-3 semaines avant vraiment le début officiel du camp d'entraînement. Moi, j'ai connu des joueurs, pas une tonne, mais qui arrivaient, qui avaient rien fait de l'été, puis là, qui faisaient du vélo avec des sacs de poubelle sur le ventre, tu sais, pour suer, suer le plus possible, puis pour descendre son poids au maximum. J'en ai vu, tu sais. Fait que, pas une tonne, c'est pas la majorité, mais... Théorème Fleury. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas lui. Mais, ouais, mais c'était la majorité, mais t'as vu les joueurs, effectivement, qui, dans 2-3 semaines avant le camp d'entraînement, là, il y avait un coup à donner, là, parce qu'il y avait 10-15 livres à perdre. Ouais. Tu le dis, c'est dur de pas rire tellement ça fait un camp d'entraînement. C'est qui les gars qui t'ont joué, tu dis, hey, lui, c'est vraiment naturel. On dirait, il peut pas il revient, puis il reprend comme s'il avait laissé, tu te dis, mon Dieu, c'est un naturel. Moi, je te dirais, dans les naturels, j'ai connu Chris Chelios. Chris Chelios, j'ai joué pas une demi-saison avec lui, mais j'ai vraiment été impressionné par... Tu sais, il y avait 36 ans à l'époque quand j'ai joué avec lui. Puis, tu sais, à ce moment-là, je pense que c'est une des raisons pourquoi il n'est pas resté à Chicago, parce que lui, c'est un gars qui se tenait, c'est un super bon capitaine. Moi, j'ai adoré jouer avec lui. C'est un des meilleurs coéquipiers que j'ai eu la chance de jouer avec. Puis, il est en super bonne forme physique. Lui, c'est un gars de Chicago. Il souhaitait signer une entente à long terme avec les Blackhawks. Puis à l'époque, je pense, les Blackhawks ne voulaient pas lui donner un contrat à long terme. Fait qu'il a été échangé à Détroit à ce moment-là. Puis écoute, je pense qu'il a joué comme 9 ans de plus. Tu sais, il a joué jusqu'à 46 ans. Même, tu sais, c'est ridicule comment il a pas étiré sa carrière dans le sens négatif. Il a vraiment été en mesure de jouer longtemps puis être bon encore longtemps. Mais lui, c'est un gars qui prenait soin de lui. Mais c'est un gars, tu sais, c'est un gars qui était capable de prendre une bière, puis c'est un gars, tu sais, qui faisait pas attention tant que ça à ça, mais en même temps, c'était le premier dans le gym. Tu sais, c'était un gars qui était hard, c'est un gars qui était un one of the boys, mais en même temps, c'est un gars qui était très, comment je pourrais dire ça, sacoche au niveau de son entraînement. Tu sais, écoute, lui, l'été, il s'entraînait, je pense, dans le bout de Los Angeles.
Puis il y a un préparateur physique, puis il s'entraînait c'est le genre du gars qu'à 5 heures du matin, il était dans le gym. Mais c'est ça. Fait qu'il était vraiment, il y avait un gros commitment envers son conditionnement physique. Mais c'est un gars qui était, écoute, il était dur, là, avec son corps, là. Ouais, lui, la raison qu'il aurait duré aussi longtemps, c'est parce qu'il était vraiment en shape. C'est ça, exactement, c'est ça que je veux dire. Mais un des gars qui m'a beaucoup impressionné à la fin de ma carrière à Pittsburgh, c'était Gary Roberts. Lui, écoute, il était en fin de carrière, mais lui, il a un gros accident. Je pense qu'il s'était cassé le cou à un moment donné dans sa carrière, puis il était 1 an ou 2 ou 3, je ne sais pas comment, à pas jouer, là. Puis il a fait un retour au jeu, puis je pense qu'il a fait un commitment vraiment intense au niveau de son conditionnement physique. Puis je pense que maintenant, c'est un des préparateurs physiques un des meilleurs au monde. Tu sais, je pense qu'il entraîne Connor McDavid, là. Ouais, c'est pratiquement devenu un gourou d'entraînement. Ouais, exactement. Mais moi, j'ai joué avec lui, à Pittsburgh à l'époque, puis écoute, c'est malade, là. Il avait proche 40 ans, s'il n'y avait pas 40 ans, là. Et puis, écoute, il était toujours dans le gym, puis lui, c'était toujours la nutrition, l'hydratation. C'était le gars le plus en forme de l'équipe. Je pense qu'il avait 40 ans. Puis, vois-tu, maintenant, c'est un gourou de l'entraînement. Puis, moi, c'est un gars qui m'a vraiment impressionné. Il était tellement méticuleux, là. Lui, il était tellement méticuleux. Gary Roberts, c'était genre, ça me prend mon eau Fiji. Ouais, lui, il faisait venir des caisses d'eau Fiji, là. Puis, il y avait toujours, un genre d'un litre ou 1,5 litre, je sais pas comment, là, avec lui. Puis, une grosse bouteille, là. Puis, il traînait son eau Fiji partout. Si on partait sur la route une couple de jours, il y avait vraiment ces 3, 4, je sais pas, ou d'autres bouteilles Fiji avec lui. Puis c'était vraiment un gars très craqué là-dessus pour ça. Là. Fait que C'est vraiment intense. Tantôt, je parlais de, tu sais, quand moi je t'ai connu au Canadien et tout ça, moi j'étais trop jeune à l'époque pour comprendre tout le contexte. C'est ça. Looking back, tu fais, oh, il y avait une belle mise en scène quand même. Bien, toi, tu avais été repêché 10e au total par les Nordiques oui. à Québec, dans le Colisée. Est-ce que c'est les gens, d'être un Québécois repêché à Québec par la home team, les gens criaient Thibault. C'est vrai qu'ils criaient dans le Colisée? Oui, c'est vraiment vrai. Quand, à l'époque, c'était Pierre Pagé qui était le directeur général, et toute l'organisation des Nordiques se dirigeait vers le stage. Et effectivement, les gens se sont mis à scander mon nom. Mais je ne sais pas pourquoi, comment ça a parti. C'est-tu quelqu'un des estrades ben chaud, à un moment donné, qui a dit, je ne sais pas comment ça a parti, mais à un moment donné, ça a parti, puis les gens scandaient mon nom, puis écoute, j'étais assis dans les estrades avec ma famille, mes amis, tout ça. Puis je comprenais pas ce qui se passait. Puis je savais que j'allais probablement être repêché aux environs du 10e rang, à peu près, parce que par rapport au classement, mais il y avait des équipes avant les Nordiques, puis après les Nordiques, que je savais qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour moi, mais je savais pas trop où ça allait se diriger cette histoire-là, mais j'étais pas mal confiant que j'allais partir autour du 10e rang. C'était vraiment surréel là, comment ça s'est fait. Là, ouais. C'était vraiment bizarre. C'est comment de se faire repêcher par l'équipe que, en tant que gars de Laval, t'as grandi en haïssant? Ouais, écoute, c'était spécial, mais j'étais vraiment, vraiment content parce que, l'accueil est incroyable. Tu sais, t'es repêché par les Nordiques au Colisée. Puis là, les fans, les gens de Québec t'accueillent de cette façon-là. Tu sais, c'est dur de dire, écoute, je suis pas content, je veux pas jouer pour vous autres. Là. C'est très difficile. Mais en même temps. Si vous n'êtes pas content, échangez-moi contre Patrick Roy. Quoi? Ben, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, j'ai toujours eu un bon feeling envers Québec. Tu sais, dans le hockey mineur, les tournois Pee-Wee, les tournois à Tombe-les-Villoson. Tu sais, j'ai toujours aimé ça à la Québec, faire des tournois. J'ai toujours été, tu sais, en carnaval. J'ai toujours trippé. J'ai toujours trouvé que Québec, c'était une belle ville. Puis en même temps, jouer pour les Nordiques, puis avoir la chance de rester au Québec, c'était vraiment, vraiment... en tout cas, moi, j'étais très, très, très content de rester au Québec. Ouais. Tu as joué aussi, ça, c'est vraiment rare. Encore une fois, le Marc-André Fleury l'a fait, mais je peux pas t'en nommer beaucoup. Là. Des gardiens qui jouent à 18 ans, Ligue nationale. Ouais. C'est très rare. En plus,
tu sais, t'étais pas exactement 6 pieds 7, mais t'es là, puis tu sais, t'avais un style beaucoup plus réactif. T'es rentré à 18 ans, pour les Nordiques, en plus, il y avait une brigade de goalers. Tu sais, t'aurais pensé qu'ils t'auraient peut-être laissé finir ton junior. Non, t'es arrivé à 18 ans, t'as pris le poste. Exeter venait de partir, tout ça, à ce moment-là. C'est comment de te ramasser, tu sais, avoir des shots du junior, c'est une chose, mais avoir des shots de la Ligue nationale 10 minutes plus tard, quand tu arrives à 18 ans, c'était quoi ton impression? Écoute, je pense qu'on est toujours impressionné à notre premier camp professionnel. Ça, je pense que c'est un peu normal, là. Mais rapidement, tu te mets dans le bain. Là, rapidement, si je te résume mon arrivée, mon premier camp, on était dans Charlevoix. C'est là qu'on restait au manoir Richelieu, puis nos pratiques étaient à Clermont, dans une petite aréna. Puis le premier soir, on arrive, puis là, tu regardes le meeting d'accueil, puis bienvenue, blablabla, puis là, un peu les consignes du camp d'entraînement. Puis là, by the way, les équipes vont être postées là au tableau en arrière de la salle. Et puis, vérifier les groupes, les heures pour demain matin, puis vérifier que vous arrivez dans le bon groupe, tout ça. Fait que là, quand que c'est terminé, la première affaire qu'on fait, c'est qu'on va voir justement c'est quoi nos groupes, puis c'est quoi les équipes. Et puis, tu sais, je me souviens, moi, je m'en souviens encore, tu sais, j'étais avec Joe Sakic, c'est mon premier camp d'entraînement, je jouais avec Joe Sakic, fait que c'était, puis d'autres joueurs. J'étais vraiment impressionnant à ce niveau-là. Donc, le lendemain matin, tu sais, on commence avec un match inter-équipe. Puis le match commence, puis là, je sais pas si tu te souviens de lui, Scott Young, qui était dans l'autre équipe, et Scott, c'était un bon joueur, puis il avait tout un lancé. Puis à un moment donné, il rentre début de match, puis il rentre du côté à ma gauche, à l'aile droite, puis il lâche un plomb, puis je me fais marquer un but, tu sais, vraiment un lancé à peu près d'une bonne distance quand même, là, mais c'est vraiment un méchant plomb que j'étais pas vraiment habitué de recevoir dans le junior. Là. Fait que rapidement, je me suis dit, bon, là, OK, parfait, là, c'est un autre niveau, puis sois prête parce que ça va venir vite. Là. Puis je me suis ajusté, mais ouais, quand tu regardes les joueurs, la qualité des passes, la qualité de l'exécution, c'est vraiment un autre niveau. Parle-moi tu regardes le casting là, de gars qui t'a joué là, à ce moment-là là, à Québec. Joe Sakic, Matt Sundin, il y avait Valérie Kaminski, il y avait Owen Nolan qui venait d'être pêché, Mike Ritchie. Pas longtemps après, Peter Forsberg est arrivé. Ça, c'est pas de la petite dynamite, ça, Jocelyn, là. Non, on avait un méchant bon club. En fait, l'année avant que mon arrivée, les Nordiques avaient une très, très bonne saison. Tu sais, il avait fini, il avait 104 points, en tout cas, une centaine de points au classement. Et puis, ben, c'est l'année, justement, que les Canadiens les ont battus en première ronde puis qu'ils ont gagné la Coupe Stanley. Mais il y avait tout un club à ce moment-là. Et puis, tu l'as dit, par la suite, là, à ma deuxième année, là, Peter Forsberg est arrivé, puis là, il y a eu d'autres joueurs qui se sont ajoutés, mais écoute, tu les as tous nommés, les joueurs qu'on avait à ce moment-là. Puis ça n'a pas été long. On va-tu en 95, 96, quelques années après ça, ces joueurs-là ont gagné la Coupe Stanley avec l'Avalanche. Donc, ouais, c'était vraiment... Il y avait des bons vétérans, mais il y avait des très, très bons jeunes. Puis, ce noyau-là a gagné la Coupe Stanley quelques années après. Moi, Forsberg, à titre informatif, moi, j'ai fait un podcast. On l'a reçu au podcast, Peter. OK, ouais, OK. En Suède. OK. À Stockholm, puis à son bureau, puis on a fait un podcast avec lui. Maintenant, il a 3 enfants, il est marié, il a 8000 business, il est toujours en train de... Il est sur 8000 projets. Mais toi, tu as rencontré Peter Forsberg, 20 ans, qui arrive à Québec City, qui est déjà l'anglais. Il commence... Parle-moi un peu de Forsberg, la recrue. Il avait été finalement recrue de l'année cette année-là. Ouais. Parle-moi de Forsberg quand il est arrivé, ton impression de lui. Ben écoute, c'était un joueur, tu vas voir que c'était un jeune qui avait qui était à un autre niveau. Tu sais, quand tu regardes la transaction, tu sais, Rick Lindros, puis avec les Flyers, tout ça, tu sais, je pense que les Flyers ont donné beaucoup, puis écoute, ils l'ont jamais regretté, je pense pas, mais quand Peter Forsberg est arrivé, là, tu sais, tu vas voir, oh boy, la transaction a quasiment pu se faire 1 pour 1. Tu sais, c'est vraiment un joueur d'élite mondiale, aucun doute là-dessus. Puis, écoute, il a une carrière. Il était un petit peu malchanceux, il était un petit peu amoché par les blessures là, à un moment donné de sa carrière. Ben, Peter, c'était un gars qui jouait dur. Tu sais, c'était un gars qui jouait une game physique. Écoute, c'était vraiment un dur. C'est un gars
il en donnait des coups, puis il en recevait, là. Il était fort physiquement, très agile, mais écoute, c'est un naturel. Puis je vais te conter une anecdote, c'est vraiment drôle parce que on faisait des tournées de balles durant l'été, des tournois de softball, de balles données, excuse-moi. Et puis, on se promenait partout au Québec. Puis à un moment donné, on faisait, je pense, c'est 2 tournées par été. Puis à un moment donné, Peter, c'est un peu d'un point de vue marketing, là, les Nordiques avaient demandé de les faire une tournée de balles avant le début du camp d'entraînement pour que les gens, saluer les gens, tout ça. Fait que, mais il avait jamais joué au baseball de sa vie. Il avait jamais joué à softball. Il connaissait pas les règlements, il connaissait pas les positions, il connaissait rien. Là, fait que là, on était 2 jeunes à peu près du même âge. Fait que là, à un moment donné, avant le premier match, j'ai dit, OK, peux-tu m'aider un peu? Comment ça marche? C'est quoi qu'il faut faire? Là, puis là, OK, on frappe, puis là, les prises, puis là, ça marche, puis là, je frappe, puis je m'en vais au premier but. Ouais, là, j'explique tout ça. Puis première apparition au bâton, on frappe un circuit. Je sais pas, on était dans l'Est du Québec quelque part. Premier at-bat, il frappe un circuit. Fait que tu vois le genre que c'est un athlète vraiment là, naturel. Ben c'est ça. C'est vraiment un excellent joueur de hockey. Puis une bonne personne, c'est un bon Jack. Exactement pour ce genre d'anecdote-là que j'ai créé le podcast. Merci, Jocelyn. Parle-moi un petit peu justement de Joe Sakic. C'est un gars plus, il semble assez réservé. C'est un gars qui était pas, qui allait pas de déclaration incendiaire, là, mais c'était comment comme puis il était déjà un peu un vétéran quand t'es arrivé. C'était quel genre de gars dans une pièce, Joe Sakic, dans une chambre de hockey? Écoute, incroyable. Moi, je suis arrivé, il y avait 5-6 ans plus vieux. Moi, je pense qu'il y avait peut-être 25 ans quand je suis arrivé à peu près. Là, je me souviens pas, là, mais il était à la mi-vingtaine. C'était un jeune capitaine, un jeune vétéran. Déjà, il s'était comme installé, on va le dire comme ça, ou, comme un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Moi, j'ai adoré cette personne-là. C'est un gars réservé, timide, à la limite, mais un gars en super bonne forme physique, réservé. Comme je te dis, je suis pas un gars qui aimait attirer l'attention, mais c'est un gars, on parlait de gars qui faisait attention à leur forme. Tu sais, Joe Sakic, le matin des matchs, il faisait des squats là, dans le gym, mais tu sais, c'était pas 98% des joueurs qui faisaient ça dans ce temps-là. Là. Tu sais, début des années 90, milieu des années 90, c'est un gars qui faisait attention à lui, qui était en super bonne forme physique, puis un super bon coéquipier, timide, il faisait ses choses. Ben, c'était pas le clown de l'équipe, mais vraiment un chic type, vraiment. C'était comment jouer pour les Nordiques dans le sens que tu sais c'est une petite ville quand même, Québec. Comment ça se passait être un joueur des Nordiques à Québec quand vous sortiez? Ouais. Ben, ça se passait bien. Moi, ce que j'ai aimé à Québec, c'est que les gens, écoute, les partisans des Nordiques avaient eu des années difficiles. Tu sais, les Nordiques ont eu des bonnes années, mais il y en a eu peut-être plus de mauvaises aussi. La saison de 30 quelques points, là. Ouais, entre autres, mais les gens, en tout cas, moi, j'ai vraiment senti que les gens étaient beaucoup plus supporteurs d'un point de vue positif que négatif. Et puis, partout où on allait, les gens étaient sincèrement contents de nous voir, de voir les joueurs, puis étaient vraiment, tu sais, très attachés à leur équipe. Je sais pas si c'était une plus petite ville, un plus petit marché, puis c'était un peu les Gaulois un petit peu de l'époque, mais j'ai vraiment senti, je sentais vraiment une proximité entre les partisans et l'équipe. Tu sais, c'était une petite organisation, tu sais, c'était, c'était une organisation où tout le monde se connaissait, tu sais, les gens du 2e étage, tu sais, c'était vraiment un petit groupe, une petite organisation. Puis les fans étaient proches de l'équipe. C'était très agréable. Ouais, vraiment. Peux-tu me raconter le moment où tu as appris que tu étais échangé au Canadien de Montréal? Ouais, écoute, à l'époque, c'est quelques jours après que Patrick Roy ait levé les bras. Puis moi, je soupçonne d'avoir levé les bras, puis il faut créer une chicane avec Marteau Tremblay pour faire des annonces pour faire des annonces de bouffe en 2021. Mais sincèrement, écoute, là, le chicane t'a vraiment appris à Montréal. Et puis là, à ce moment-là, le directeur général à l'époque, c'était Pierre Lacroix, qui était mon ancien agent. Et puis Pierre est en train de bâtir justement son équipe pour gagner la Coupe Stanley. Moi, j'étais un jeune gardien de but
à ce moment-là. De la relève, on va le dire comme ça. Et puis, écoute, Pierre, il nous avait dit qu'il était sur dans la liste d'équipes intéressées à Patrick. Et puis, on a joué un match ce soir-là avec l'Avalanche. Vers 11h minuit, après avoir mangé ma poutine, on est retourné à la maison. Et puis, écoute, j'avais un message sur mon répondeur de rappeler au bureau de l'Avalanche à n'importe quelle heure. Et donc, ce qu'on a fait, j'ai rappelé au bureau de l'Avalanche vers à peu près minuit. On m'a demandé de me rapporter rapidement au bureau de l'équipe. Donc, on est retourné en ville, au bureau de l'équipe, et puis on m'a annoncé la transition à ce moment-là. C'est Pierre Lacroix qui dit ça? Oui, ben en fait, oui, c'était Pierre. C'est son adjoint, François Giguère, qui m'avait laissé un message sur mon répondeur. On n'avait pas de cellulaire à l'époque. Donc, j'avais rappelé, puis c'était Pierre qui nous avait annoncé la nouvelle. Ouais. Donc, il te l'avait dit au téléphone? Non. Ce qu'on nous avait dit comme message au téléphone, c'était de rappeler au bureau de l'Avalanche le plus rapidement possible, à n'importe quelle heure. Au bureau de Pierre, autrement dit. Puis là, j'ai rappelé, puis on m'avait dit présente-toi à l'aréna, viens-t'en à l'aréna. Fait que on m'avait pas annoncé, je me doutais qu'il se passait quelque chose, puis que il y a fort possiblement un échange à Montréal de fait, mais on me l'avait pas dit au téléphone. Comment on se fait annoncer un échange en personne? C'est un peu la règle, la norme quand tu annonces à une personne qui a été changée ou congédiée, tu gardes ça court, puis tu vas au point. Donc, on m'avait dit à l'époque j'étais échangé à Montréal, donc qu'on me remerciait pour ce que j'avais fait. Puis, écoute, qu'on allait communiquer avec moi du côté du Canadien rapidement. Donc, moi, je pense qu'à 7h le matin, on avait un vol non lisé de prévu pour Montréal. Donc, ça s'est fait très rapidement. Est-ce que tu le savais au moment où ils t'ont annoncé l'échange que ça impliquait Patrick Roy? Oui. Oui, on me l'a dit à ce moment-là, ouais. C'est qu'est-ce qui te passe dans la tête à ce moment-là? Est-ce que tu te dis je t'ai changé contre Patrick Roy? C'est quoi ou t'es jeune? Tu sais c'est quoi ton thought process en anglais? Là? Moi j'étais content, mais je voulais pas quitter l'Avalanche, mais en même temps, j'étais content d'avoir la chance de jouer à Montréal. Je vais le dire comme ça. Donc, je voyais ça d'un bon œil. J'étais vraiment pas déçu de la transaction, même si je voulais pas partir, là. Jamais j'aurais demandé un échange. Puis possiblement possiblement, on ne saura jamais, mais j'aurais probablement pas été échangé. Tu sais, l'Avalanche, je m'aurais pas échangé à Dallas à ce moment, tu sais, on était premier dans la ligue à ce moment-là, tu sais, on avait, ou à peu près, tu sais, ça allait bien, là, on avait une bonne équipe, puis parce que c'était Patrick, parce que c'était l'ancien agent aussi Pierre, c'était l'ancien agent à Patrick, puis c'était un contexte complètement différent. Si c'est pas ce contexte-là, je suis sûrement pas échangé cette journée-là. Là. C'est drôle parce que dans l'histoire, tu sais, c'est quelque chose qui va toujours être attaché à toi. Tu vas toujours t'en faire parler de cette affaire-là, tu sais. Ouais. Puis, malgré toi, parce que toi, au final, c'est pas ta décision. Mais la question qui se pose, c'est comment être le gars qui se fait échanger pour Patrick Roy, tu sais. C'est correct. C'est juste que c'est à ce moment-là, tu sais, c'est parce que à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui disaient que Patrick était fini ou à peu près. Puis, tu sais, puis je pense qu'il l'était pas, là. Puis là, quand il est arrivé avec l'Avalanche, moi j'ai une bonne saison à Montréal, lui il a quand même une bonne saison avec l'Avalanche. Il y a eu des débuts de saison quand même plus que ça avec l'Avalanche, puis finalement ils ont gagné la Coupe Stanley. Tu sais, fait que là après ça, puis ils ont gagné quand même quelques Coupes Stanley suite à ça. Donc tu sais, c'était rien pour m'aider à ce moment-là, mais tu sais, la vie étant ce qu'elle est, c'est correct, mais tu sais, c'est ça. On revient à l'épisode dans un tout petit instant. Juste vous rappeler que c'est possible d'avoir les épisodes 2 semaines d'avance de Dread sur le Tape et de me voir faire des introductions qui vieillissent extrêmement mal avec le temps. Et ça se passe sur notre Patreon. Il y a également du gear qu'on fait tirer à chaque mois, les nouvelles en exclusivité de Dread sur le Tape et toutes les choses qui s'en viennent du nouveau gear. Bref, vous voulez également que Dread sur le Tape continue de vous apporter des épisodes de qualité. La meilleure manière de nous permettre de faire ça, c'est évidemment par le Patreon. Rejoignez l'équipe de Dread sur le Tape, patreon.com/Dread sur le Tape. Here we go! On retourne à l'épisode.
C'était comment à Montréal? Est-ce que tu sentais le poids d'une comparaison ou non? Tu faisais juste jouer? Pas sur le coup. Sur le coup, il y avait pas de comparaison. C'est quelques années plus tard où mais sur le coup, il y avait les gens étaient la première année de la transaction, tout le monde trouvait que c'était bien parfait. Là, mais par la suite, il y en a eu. Mais ça, on ne pourra jamais contrôler ça. Puis, tu sais, des gens qui disent maintenant que c'est pas une bonne transaction, qui à l'époque disaient que c'était une bonne transaction. C'est facile, 15 ans plus tard, dire. C'est facile à analyser plus tard. Il y a plein de choses qui se passent, il y a des contextes. Mais à ce moment-là, les gens trouvaient que en général, trouvaient que c'était une transaction correcte. C'est quoi que tu as trouvé le plus dur de jouer à Montréal? Ben, après quelques années, c'était, je te dirais, le poids médiatique. Je te dirais, le poids médiatique était lourd parce que quelque part, même si comme joueur, tu lis pas les journaux, tu regardes pas nécessairement les nouvelles du sport nécessairement, mais en même temps, tu sais que les gens que tu connais, ils lisent. Ce qui se dit revient indirectement à toi éventuellement, c'est clair. Et puis, ça devient un peu lourd, en tout cas après un certain temps. Puis, à quelque part, tu sais, je veux dire, tout le monde joue au hockey. Je pense pas jouer au hockey, mais je pense que quand tu te lèves le matin et tu t'en vas au travail, que tu sois joueur de hockey, que tu sois peu importe le métier que tu fais, je connais pas grand monde qui se lève le matin et dit moi je veux vraiment faire une mauvaise job aujourd'hui. Je veux vraiment scraper mon entreprise. Puis j'ai vraiment le goût là, de pas faire mon travail comme il faut aujourd'hui. Tu sais, je pense pas que personne se lève le matin avec cette intention-là. Donc quand les gens sont insatisfaits du travail que tu fais, peu importe, ben tu sais, à un moment donné, tu peux te battre contre ça pendant un certain temps, mais ça devient lourd. Oui. Il y a un humoriste qui s'appelle Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, qui pouvait, tu souris, peut-être tu sais c'est qui pouvait pas être là aujourd'hui, ben, il a failli être au podcast. Parce que à l'époque, il m'avait dit, si tu reçois Jocelyn Thibault, je veux être là. Je suis son plus grand fan. Comme quoi, ça sort donc. Non, je suis vraiment son plus grand fan. Ça, puis finalement, il y avait un empêchement aujourd'hui, il peut pas être là. Mais il m'avait dit, si tu veux demander à Jocelyn, c'est comme on est dans le contexte, on parle de ça, il dit déjà, sa question c'était, bon, déjà que le marché montréalais est déjà difficile, en plus de succéder à Patrick Roy, avec justement le poids que ça représente, avec toute la... Il demandait, as-tu déjà pensé ou eu accès à quelconque aide psychologique à l'époque? Aujourd'hui, c'est plus commun, mais à l'époque, c'est quelque chose qui était là? Non, oui, c'était là, mais beaucoup moins utilisé que maintenant. Mais j'étais un petit peu la vieille garde par rapport à ça. Tu sais, oui, j'ai utilisé dans ma carrière l'aide de psychologue sportif pour parfaire mes skills mentales dans le sens de ma préparation, ces choses-là, mais pour gérer du stress, pour gérer des situations comme ça, jamais. Mais jamais. Moi, je suis vraiment de la vieille mentalité. J'étais de la même mentalité des gars, des bouts de toffe, on en a, puis on passe à travers, puis tu sais, puis on est fait fort, puis moi j'ai toujours été de cette mentalité-là. Donc oui, j'ai eu à travailler avec des psychologues sportifs plus tard dans ma carrière, mais c'était vraiment dans un point de vue d'amélioration des performances, là. Mais pour gérer de l'anxiété ou pour gérer non, j'ai jamais eu accès à ça. Puis j'encourage les gens à le faire pour ceux qui en sentent le besoin. Mais non, puis moi tu sais, c'est drôle, je suis très, quand je suis parti de Montréal, je dis, j'aurais aimé avoir plus de succès, mais quand je suis parti de Montréal, tu sais, on n'a jamais manqué de série, moi, quand le temps que j'étais avec les Canadiens, tu sais, on n'a jamais manqué de série. Je veux dire, les gens peuvent être plus ou moins contents des performances que j'ai à faire, mais, tu sais, je suis arrivé à 20 ans, j'ai parti à 23, presque à 24. Tu sais, je trouve que le niveau de performance que j'ai donné à ce moment-là, au niveau de ma carrière, dans le contexte où on était, moi, je suis fier de ce que j'ai fait à Montréal. Les gens pensent autrement, c'est correct. Mais écoute, je sais ça, pour moi, je suis vraiment pas parti de Montréal
En petite boule. C'est vrai. Moi, j'ai vraiment pas le sentiment d'être parti de Montréal en petite boule dans un coin, là, vraiment pas. Somme toute, tu gardes quand même un bon souvenir de l'expérience montréalaise, tu sais? Oui, vraiment. Moi, j'écoute vraiment. Puis tu sais, j'ai adoré jouer pour le Canadien. C'était mon équipe d'enfance. Ça veut dire, je rêvais jouer pour le Canadien. J'ai eu beaucoup plus de bons souvenirs que de moyens. Quelques de pas bons, mais ouais, j'ai pas. Non, je sais, il faut vraiment être capable de faire la part des choses. J'ai été en mesure de sortir beaucoup plus de positifs que de négatifs de ce temps-là. Et encore, je suis un super bon thème à l'organisation, puis c'est correct, il faut mettre les choses en perspective pour avancer. C'est quoi ton meilleur souvenir de ton passage à Montréal comme joueur? Ben moi, je pense que les activités, tout ce qui a mené à la fermeture du forum, puis l'inauguration du Centre Molson à l'époque, là, je peux pas faire abstraction à ça, parce que tu sais, on avait une bonne équipe. Et quand je suis arrivé à Montréal, on avait les Pierre Turgeon, les Vincent D'Anfous, on avait une bonne équipe. Et puis, quand on avait fermé le forum, toutes les probablement que peut-être, je sais pas si tu as eu connaissance de ça à l'époque, mais pendant la pandémie, ils ont fait jouer des vieux matchs, là. Puis on avait la chance de compter sur plusieurs légendes qui étaient encore vivantes à l'époque. Je pense au Maurice Richard, au Jean Béliveau, au Dickie Moore, et la grande majorité des légendes étaient vivantes à l'époque. Donc, de côtoyer ces légendes-là dans le cadre de la fermeture du centre, pas du centre, mais du forum, c'était incroyable. J'en garde un super bon souvenir. Je m'en souviens, en fait, j'avais enregistré sur VHS, donc j'allais re-cliquer cette cérémonie-là qui était une game contre les Stars qu'on avait gagné. Te souviens-tu du score? 4-1. Bonne réponse. 4-1. Exactement. Et puis, je me souviens, Guy Carbonneau était vite allé se changer pour aller mettre le chandail. Canadien. Là, c'était les capitaines qui se passaient le flambeau. Ouais. Je me souviens, la dernière phrase, c'était... il était tout là, Yvan Cournoyer, toutes les légendes. Puis la dernière phrase, c'était « Et de Guy Carbonneau au capitaine actuel, Pierre Turgeon ». Pierre Turgeon qui était comme à 15 minutes depuis jouer pour le Canadien en plus. Ouais. Puis finalement, ils ont donné. Puis la célèbre ovation à Maurice Richard. Ouais. Il a duré, c'était quoi, 9, 11 minutes, une affaire là, interminable que Maurice était gêné de ça. Non seulement t'étais là, mais je pense qu'on te voit même en train d'applaudir. Ouais. T'as quand même vécu ça, tu sais, vu de la glace, là, c'est quand même incroyable, tu sais. Ouais, clairement. Puis tu sais, oui, tu as eu cette ovation-là. Mais tu avais les Ken Dryden, tu sais, en tant qu'ancien gardien de but, tu sais, à un moment donné, on était en masse sur la glace, puis on était en bon québécois matché avec un ancien, puis moi j'étais matché avec Gump Worsley, tu sais, c'est des moi je suis pas jeune, mais en même temps je l'ai pas vu jouer non plus, mais même pour nous les joueurs de l'époque, en tout cas pour moi c'était très impressionnant d'être en compagnie de ces légendes-là qui, tu sais, on va dire la vraie chose, il y avait un aura tous les joueurs des années 50, 60, 70, tu sais, c'est des joueurs qui ont gagné 7, 8, 9, 10 Coupes Stanley. Tu sais, c'est incroyable, là. Alors, ouais, c'était vraiment impressionnant pour nous de côtoyer ces gars-là. Puis aussi, tu sais, David, avant le match, là, dans la chambre, là, on voulait bien jouer, là. On voulait pas perdre ce game-là. Là. On voulait pas avoir la fou, puis on voulait la gagner, ce match-là. On voulait gagner ce match-là pour ces gars-là, puis pour l'occasion. Puis tu sais, Dallas, à ce moment-là, avait pas une mauvaise équipe, là. Dallas avait un bon club, beaucoup de vétérans, puis tu sais, on avait joué un super bon match. Donc, c'était une belle soirée, mais on voulait surtout pas perdre ce match-là. Ouais. Gump Worsley, avec qui t'étais matché, il y avait toute sa petite flasque qui était connue pour prendre un coup, Gump. Oui, je sais pas si c'est une légende urbaine, mais j'ai pas été témoin d'une flasque ce soir-là. Colin, en tout cas, j'espère. Quand même, non. Ouais. Et, par rapport à ça, par rapport à la fermeture du forum, qui est devenu un cinéma d'ailleurs, es-tu au courant d'un fun fact relié à toi par rapport aux fermetures d'aréna? Ça te dit-tu de quoi? Peut-être, mais j'ai participé à beaucoup de fermetures d'aréna, effectivement, dans ma carrière, bien malgré moi. Tu es le dernier gardien à avoir gagné une game au Forum de Montréal, au Maple Leaf Garden,
au Capital Center. Ça, c'est quelle équipe, ça, Capital Center? Washington. Washington. Oui. En plus d'avoir joué le dernier match de l'histoire du Colisée de Québec, de la Ligue nationale. Oui. Donc, et jouer le premier en fait, à l'époque, il était le Corel Center à Ottawa, qui est maintenant, je pense, le Canadian Tire, si je ne me trompe pas. Mais on a joué le premier match au Centre Molson, le premier match à Ottawa aussi, à ce moment-là, ouais. T'es un gars de baptême et de funérailles, visiblement. Oui, mais j'ai une autre question pour toi. En fait, est-ce que moi j'ai gagné tous ces matchs-là. J'ai été en mesure de gagner tous les matchs de fermeture et d'ouverture. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'était. Ça disait que tu étais le dernier à avoir gagné ces matchs-là. Ça disait que tu avais joué le dernier au Colisée de Québec, mais je savais pas si celui au Colisée tu l'avais gagné. Oui, on avait gagné parce que c'était pour prolonger la série contre les Rangers de New York à l'époque. Et puis on avait perdu à. Voyons, hey, t'as raison. Non, t'as peut-être raison. J'ai peut-être perdu celle-là. Mais écoute. Au Madison Square Garden? Oui, en tout cas, on avait perdu en 6 à New York, là. Mais je pense qu'on avait gagné, écoute, je gagerais pas 100$ là-dessus, mais je pense qu'on avait gagné le 5e match à Québec. Mais en tout cas, nonobstant ça, on avait perdu la série en 6 à New York par la suite. Ah, d'ailleurs. Ouais. Après Montréal, tes meilleures années, en fait, tu les as eues à Chicago. Ouais. C'est vraiment dans mon souvenir. Moi, dans ma tête, tu avais été à Montréal des années. Tu étais à Montréal 3 ans, tu étais à Chicago. Presque 4, là. Ouais. Tu étais à Chicago, quoi, 5-6 ans facile? Ouais. 8 ans d'un point de vue calendrier, là, mais à peu près 7 saisons, parce que là, la dernière saison à Chicago, il y a eu le lockout de 2004-2005. Ouais. Donc, j'étais là physiquement, mais j'ai pas joué. Tu as même participé à la All-Star Game 2003. Ouais. S'il y en a qui veulent que je le rappelle des bons souvenirs de l'époque, des noms tels Alexei Jamnov, Tony Ammon, Christian Leo, de ces années, Éric Dazé, québécois d'ailleurs, était un grand Jack. Mais ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est que tu as eu comme coach des gardiens nul autre que la légende lui-même, Vladislav Tretiak. Oui. Je t'écoute. Ouais, écoute, j'ai eu pendant toutes mes saisons, à part ma dernière, parce que c'est Stéphane Well qui est arrivé. Mais j'ai été très blessé à la dernière année, donc j'ai pas eu la chance de travailler beaucoup avec Stéphane. Mais oui, toutes les autres saisons, j'étais avec Vladislav. Et écoute, c'est une autre légende, dans le sens que, tu sais, c'est un des meilleurs gardiens de but de l'histoire. Puis Vladislav, il était à Chicago 2 semaines par mois. Donc, non, c'est vrai, c'était son contrat, c'était comme ça. Il était 2 semaines en Russie. Il venait 2 semaines, il partait 2 semaines, il venait 2 semaines. Et puis, mais j'ai adoré travailler avec Vladislav. Et puis, une anecdote vraiment drôle parce que j'étais mes premières semaines avec les Blackhawks. Puis, tu sais, j'avais la chance d'avoir Vladislav Tretiak comme entraîneur des gardiens de but. Et puis, au niveau on pratiquait des échappées, tu sais, les breakaways. Puis, après les échappées, je disais à Vladislav, tu sais, t'as-tu comme un truc, quand un joueur arrive en échappée, tu sais, puis il arrive un temps où le joueur va faire une feinte où il va lancer, tu sais, fait que j'ai dit, t'as-tu un truc à me donner, as-tu quelque chose, tu sais, puis il m'a dit, non, when a guy come and shoot, I know. Je dis, OK, oui, mais comment tu sais? Lui, c'était comme instinctif. Quand le gars il arrive, il dit, je sais qu'est-ce qu'il va faire. Mais encore. Donc, c'était drôle parce que, OK, je vais me débrouiller avec ça d'abord, mais c'était drôle. Mais c'était vraiment un bon coach de gardien de but. Je fais des faces, mais il m'a aidé beaucoup. Puis, c'est un gardien de but qui avait un style papillon, qui est différent de maintenant, mais quand même, à l'époque, il était quand même à l'avant-garde de son temps, du temps qu'il jouait à tout le monde. Là. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont excellents dans leur domaine, qui, après ça, comme coach, ne sont pas nécessairement. Tu sais, Wayne Gretzky était un excellent joueur, mais comme coach, il avait peut-être pas ce talent-là. C'est pour ça que je me demande, est-ce que Tretiak, il était bon. Il était bon, mais tu sais, c'était un gars, Vladislav, il était pas très bon en anglais. Tu sais, à la base, tu sais, il y avait pas un anglais très, très fluide. Donc, des fois, c'était pas très, très facile de communiquer avec lui, mais oui, c'était un bon coach de gardien de but. Puis, je pense que une des qualités pour un bon coach de gardien de but, c'est d'aller chercher la confiance de tes gardiens de but, puis d'établir une relation, puis
tu sais, d'être capable, d'être à l'écoute de tes gardiens de but, puis d'avoir une relation quasiment de grand frère. Puis Vladislav, tu sentais, tu sais, des fois, l'entraîneur-chef, il va être comme dans l'autre clan, là, tu sais, il va être comme, c'est comme le méchant, là, puis l'entraîneur gardien de but, c'est comme le bon, là. Mais Vladislav, c'était un peu ça, tu sais, tu pouvais te confier à lui, puis tu pouvais avoir des discussions de grand frère avec lui, puis c'était vraiment un bon monsieur, un bon vivant, puis vraiment agréable à côtoyer. C'est quoi le conseil ou qu'est-ce qui t'a appris que tu as retenu ou que tu vas retenir d'avoir eu Vladislav Tretiak comme professeur? Ben, l'agressivité sur la glace. Parce que moi, j'arrivais de Montréal, puis j'arrivais de l'époque des gardiens de but un peu plus passifs. Tu sais, dans le temps, je sais pas si tu as suivi ça un petit peu, milieu des années 90, fin des années 90, il y avait une mode où on avait de la grosse équipement puis on se faisait frapper par la rondelle. Tu sais, on était plus en mode bloquer la rondelle. Tu sais, on se mettait dans le chemin de la rondelle avec un bon béditionnement, puis on bougeait pas. Tandis que Vladislav, lui, il avait une approche plus agressive, tu sais, plus aller chercher la rondelle, tu sais, attaquer le porteur du disque, être agressif sur les retours. Et lui, il disait tout le temps, là, you have to be a hungry cat, tu sais, un chat affamé, là, tu sais. Tandis que moi, j'arrivais d'un contexte où c'était beaucoup plus passif comme approche. Donc, c'est ce que je pourrais dire que je me souviens de lui beaucoup, là. Parce que, tu sais, le style de Vladislav des années 70, puis le tien dans les années, même si t'étais, 90-2000, il y a tellement un monde, tu sais, je veux dire, je sais pas si t'as vu les documentaires sur le hockey russe, mais eux, leur fameux coach, là, Anatoly Tarasov, c'était pratiquement poétique, là. Il comparait les gardiens de but à des danseurs, puis il faisait des trucs, tu voyais les exercices t'étais comme, man, c'était une autre affaire, on dirait que c'était du cirque rendu là. Fait que c'est pour ça que puis il en parlait, en fait, Vladislav, je pense, c'est une des raisons qui a pris sa retraite quand même assez jeune. Je pense que, tu sais, c'était complètement hallucinant ce que ces joueurs-là subissaient comme entraînement à l'époque. Tu sais, c'était des 2 puis 3 pratiques par jour, puis tu sais, c'était complètement hallucinant. Puis, mais effectivement, c'était des athlètes qui étaient très à l'avant-garde. Tu sais, si on me dit c'est rétrograde, peut-être comme façon, mais tu sais, c'était des athlètes incroyables. Encore une fois, Vladislav, quand à Chicago, je me souviens, à un moment donné, il avait fêté son 50e anniversaire. Puis c'était un gars qui était encore, des fois, il faisait des démonstrations puis il showait off un peu, là. Il était encore très, très agile. Il faisait des choses avec ses jambes, puis ses mains, il jonglait, puis il faisait des affaires qu'il faisait. C'était hallucinant comment ces gens-là étaient des bons athlètes pour l'époque, là. Donc, oui, puis l'armée rouge était pas une puissance pour rien, là. Il s'est-tu, comme toi, tu le fais avec le Phoenix, est-ce que Vladislav s'est déjà habillé? Non. J'ai jamais vu habillé. Non, jamais. Quand tu parlais de la raison pourquoi il a arrêté, il a déjà dit dans un documentaire que j'ai vu, tu sais, c'était des camps de concentration de hockey finalement. Là, tu sais, c'était des camps où il était même pas avec leurs femmes et enfants pendant toute l'année. Puis il dit que lui, un moment donné, là, quand il est revenu chez eux, ses enfants le reconnaissaient pas. Il a fait là c'est le bout où je pense que je vais arrêter de jouer au hockey, mais les enfants pas, tu sais. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il était je pense pas qu'il a arrêté parce qu'il avait plus le goût, parce qu'il était pas bon, c'est parce que vraiment il réalisait un moment où c'était peut-être un peu trop, là, donc malheureusement parce qu'il était encore très bon quand il a pris sa retraite. D'ailleurs, trivia, qui a repêché Vladislav Tretiak dans la Ligue nationale, Justin? Canadien de Montréal. Réponse! Ting, 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 ting. T'as quand même eu la chance aussi, c'est le fun, tu sais, t'as sauté d'une roche à l'autre dans ta carrière, tu sais, Nordique, Montréal, tout ça, de Chicago, d'aller à Pittsburgh pour être le mentor du nouveau gardien de but québécois qui joue à 18 ans avec des pads jaunes fluorescentes, et j'ai nommé Marc-André Fleury, qui est encore actif. Donc, d'une certaine manière, tu as encore un héritage actif. Ouais, ça on peut dire. Ben oui, c'est ça, c'était un peu ça, je pense. Puis en plus, c'était tous des Québécois, je pense, les goalers. Seb Caron puis Danny Sabourin. Ouais. C'est que des gars québécois. Ouais. T'es arrivé là, t'as quand même eu, oui, en plus de Marc-André, mais t'as assisté à Sidney Crosby, recrue. Oui. Parle-moi de ton souvenir de Crosby qui arrive à 18 ans. Ben écoute, quand Sidney est arrivé à Pittsburgh, avec tout le hype et tout tout ce qui venait avec ça, là, on avait juste entendu des bonnes choses sur ce jeune-là. Mais moi, j'ai été franchement impressionné par lui à 18 ans.
parce qu'on s'entend pour être le joueur qu'il était, fallait qu'il ait une mentalité différente. Tu sais, récemment, il est sorti des articles sur Nathan McKinnon et tout ça, puis je sais que ces deux gars-là, c'est des bons amis, mais tu deviens pas le meilleur de ta profession si t'es pas un peu extrême, là, si t'es pas un peu extrémiste, puis un borderline un peu too much. Mais Sidney est arrivé, c'est un gars de 18 ans qui est arrivé avec une maturité d'un gars de 34. Là, tu sais, puis encore, j'ai vu des gars de 34 pas avoir cette maturité-là. C'est ça. Il est vrai, c'était un jeune homme spécial qui a une carrière spéciale. Puis ça me surprend pas. On n'arrive pas à des résultats extraordinaires avec des actions ordinaires. Donc, je pense que c'est clair. C'est dans tous les dans toutes les entreprises. Si on me dit c'est peut-être pas normal, mais Sidney, c'est un gars qui est extrême à tout ce qu'il fait, mais il est arrivé à un niveau que peu de joueurs accèdent. Fait que c'est un gars hyper terre à terre, hyper gentil, hyper fin, hyper attentionné. Quand j'ai attentionné vraiment envers tout le monde, que ce soit les partisans, les joueurs, c'est fou, là, il est vraiment, vraiment gentil, puis c'est un chic type, vraiment. Tu avais tout un casting aussi cette année-là, encore une fois, des noms, là, de la nostalgie, ça fait mal tellement que c'est Ziggy Palffy. Ouais. Écoute, c'est pas plate, ça. John Leclerc qui était en fin de parcours, écoute, André Roy, le bout en train en chef. Un des noms les plus fun du hockey, Rico Fata. Ouais. Quel nom incroyable. Mark Recchi, quand il était un autre à Pittsburgh. Ouais. T'as même connu les recrues Malkin, Ryan Whitney. Oui. Ouais, ben c'était mon voisin dans le vestiaire pendant à peu près 2 ans, là. Ouais. Whit, ça? Ouais. Ben, en fait, c'était Witter à l'époque, là. Mais je sais pas si son surnom a changé, mais ouais, ces 2 premières années, en fait, dans la ligue, j'étais là. Ouais, effectivement. Il devait déjà être très loquace. Oui, c'était un clown. C'était vraiment un clown. Et moi, j'ai trouvé super fin. Il était super fin, mais c'était un clown. Mais sincèrement, ce qui était le fun à l'époque, c'est que quand je suis arrivé ma première année à Pittsburgh, il y avait beaucoup de vieux de la vieille. Il y avait beaucoup des gars qui ont signé, des vieux, des joueurs, vraiment des vétérans. Puis là, on a eu ma première année, on avait une saison difficile. Après l'accord, tapé dans bien des joueurs. Puis là, il y a un changement d'entraîneur. Michel Therrien est arrivé. Puis là, Michel, il a vraiment serré la vis. C'est vraiment, c'était très lousse avant là, comme ambiance. Puis là, Michel est arrivé, il a serré la vis. Puis il a monté beaucoup de joueurs de Wilkes-Barre à l'époque qui avaient joué pour lui dans les Américaines. Je pense à Ryan Whitney, Brooks Orpik, Max Talbot, Colby Armstrong, Marc-André Fleury. Puis je peux en nommer plein. Là. Puis là, ça a amené un vent de fraîcheur, vraiment. Ça a vraiment amené un vent de fraîcheur dans l'équipe. Tu sais, Colby Armstrong, Max Talbot, Whitney, c'est des joueurs hyper, comment je peux dire ça, loquaces, enthousiastes. Donc, ça a amené vraiment une couleur intéressante dans le vestiaire. Puis, moi, j'ai vraiment aimé ma fin de parcours avec les Pingouins parce qu'on a vraiment des bons jeunes joueurs. Hyper le fun, là, hyper cool, puis c'était le fun. Et tu sais que Ryan Whitney, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Tu sais. Ouais. Son podcast Spin Chicklets avec Bissonnette, c'est genre le podcast le plus genre écouté au Canada ou je sais pas trop quoi. Ouais. Je suis pas surpris. Mais, il était drôle, puis il était drôle. Moi, j'ai aimé ce gars-là, puis c'est ça. C'était un bon joueur de hockey, c'était vraiment un bon joueur. C'était un gros bonhomme physiquement, tu sais, mais c'était un gars très agile, bon patineur, puis c'est un bon joueur de hockey. Un genre de 5e overall, c'était un haut choix. Oui, vraiment haut choix. Oui, c'était un très bon joueur de hockey. Ouais. Malkin qui débarquait de la Russie, un autre qui parlait. Lui, il était pas très volubile. Lui, c'était assez. Il l'est pas encore. Les Russes, écoute, 15 ans plus tard, ils parlent pas anglais, écoute. Non. Mais des fois, il partait à rire, puis il trouvait ça bien drôle, mais c'était un bon gars, mais c'était pas un gars. Moi, du temps que j'étais là, c'était pas un gars qui parlait beaucoup anglais. Là. Non. Mario Lemieux, je l'ai pas nommé celle-là, le petit dernier. Ouais. Mais t'as quand même eu la chance parce qu'il était en fin, il avait fin trentaine, il avait peut-être 38, 39, mais puis là, il y a eu d'autres problèmes, je pense, d'arythmie cardiaque, mais t'as quand même chaussé les patins en même temps. Ouais. Ne serait-ce que brièvement, mais avec Mario Lemieux.
C'est comment être en présence de Dieu? Ouais, écoute, moi, j'étais vraiment content d'avoir la chance de jouer avec lui. Puis c'était incroyable. Mais encore une fois, Mario, c'est tellement un chic type, tu sais, un gars beaucoup de classe. Mais moi, ce que j'avais aimé de lui, ce que j'avais pas ce qui m'avait surpris, mais parce que je l'avais entendu parler, mais c'est vraiment un pince sans rire. Tu sais, c'est un gars qui aime ça avoir. C'est un gars qui est drôle. Puis des fois, il lâche des jokes, puis tu t'attends pas que ça. Tu sais, t'en attends pas. Mais c'est vraiment un pince sans rire. Des exemples qui te viennent en tête, l'affaire qu'il a dit? Ah, écoute, pas vraiment, mais tu sais, non, ben, vite comme ça, non, mais ouais, des fois, il te lâchait une joke, puis tu sais, c'est ça, c'était vraiment un pince sans rire, puis des fois, il te lâchait des commentaires, puis c'était, on pouvait de rire parce que je venais d'un autre, tu sais, je sais pas, il faut parler d'une situation, puis mais c'est un gars hyper intelligent, hyper posé, puis très, comment je peux dire ça? À point, là, dans ses interventions. Il parlait pas pour rien. Puis quand il parlait, on l'écoutait, puis c'était souvent très drôle. T'as eu ici la chance à Buffalo de croiser un jeune Ryan Miller qui est en même temps que toi. Oui. T'en as croisé beaucoup des bons jeunes. Est-ce que tu pouvais te douter à ce moment-là que Ryan aurait la carrière qu'il a eue? Oui, parce que il était très bon. Là. Il était jeune, mais il était vraiment très bon. Puis écoute, encore une fois, quand je suis arrivé à Buffalo, il y avait plein de jeunes joueurs. C'est une équipe très jeune. Puis, super bon gars. Regarde, il vient de prendre sa retraite, je pense, cette année. Donc, longue carrière, puis, je suis sérieux, prenez soin de lui, fait que je suis vraiment pas surpris. De toutes les, t'as connu beaucoup d'époques, là, tu sais, début 90 jusqu'à fin 2000, il y a beaucoup, tu sais, quand tu parles que tu commences avec, les boys des Nordiques à l'un côté, et que tu finis avec Crosby, tu sais, c'est toutes des générations que tu as eu la chance de côtoyer. Oui. C'est les joueurs de toute ta carrière qui t'ont le plus marqué dans la Ligue nationale, que tu te dis, ah mon Dieu, je pense que c'est les meilleurs joueurs que j'ai vus de ma vie. Ben, rapidement, tu sais, je vais t'énommer, puis le but de la chose, c'est justement, si t'ont marqué, c'est parce que t'es capable de nommer rapidement, tu sais, Pierre Turgeon, Vincent Lanfous, Sidney Crosby, évidemment, Chris Chelios, Joe Sakic. C'est des joueurs, j'en oublie sûrement, mais c'est des joueurs qui étaient les meilleurs, mais qui avaient aussi des personnalités hyper belles. Tu sais, c'est pas comment on dit en québécois, des mange-mardes, ou tu sais, des joueurs vraiment désagréables, ou tu sais, des fois, t'as des gens qui sont super bons, super talentueux, mais ils sont pas agréables à côtoyer, puis ils sont pas. Mais ces gars-là, c'est tous des chic types. C'est des gars, je pense, des bons role models pour autant les gens que pour les jeunes joueurs qui arrivent. Puis quelque part, j'ai toujours voulu, j'ai pas eu la carrière de ces gars que je t'ai nommés, mais j'ai quand même une carrière correcte, puis j'ai toujours voulu, comment je pourrais dire ça, transpirer une odeur ou transpirer une influence positive sur les plus jeunes. Parce que quand t'es influencé de bons jacks et de bonnes personnes, mais faut faire autrement de faire pareil. C'est drôle de devoir qualifier ta carrière de correct. Tu sais, comme je pense quand tu joues 15 ans dans la Ligue nationale, je pense que tu peux. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, je veux dire, je suis pas Sidney Crosby ni Mario Lemieux non plus, mais effectivement, ces joueurs-là qui atteignent quand même un niveau de super étoile, on va le dire comme ça, là. C'est un peu les Tiger Woods du hockey, là. C'est des joueurs qui sont très, très dédiés terre à terre, effectivement. T'es parlé de 3 filles, mais t'es aussi, juste avant qu'on parle de tes filles, t'es parrain d'un jeune prospect de la Ligue nationale. Ouais. Et j'ai nommé, je te laisse le dire. Ben, Samuel Poulin. Choix de première ronde des Penguins de Pittsburgh, ouais. Exact. Patrick qui est passé au podcast, là. OK. Comment ça c'était il y a très longtemps. Lui, il y a une compagnie de dépanneuses. Oui. Il y a le père de Sam Breton, qui est un humoriste que tu connais peut-être. Oui. Et président de l'Association des dépanneurs du Québec. T'es sérieux? Je savais pas ça. On va t'arranger ça. On va te mettre en contact avec toi. C'est bon. Reg, oui, parrain de Samuel. OK. Oui, effectivement, oui, je suis parrain Samuel, ouais. Puis est-ce que c'est, je sais pas si vous êtes proches ou ça, mais est-ce que, bon, j'avoue, là, il y a son père qui a joué dans la NHL aussi, mais est-ce que tu suis un peu son développement? Tu sais, quel genre de joueur tu le vois? Tu sais, il y a un beau développement, ça se passe assez bien pour Samuel. Quel genre de gars tu le vois devenir? Quel genre de joueur tu le vois devenir dans la Ligue nationale? Ben, c'est dur à dire. Tu sais, c'est un choix de première ronde. C'est un gars qui, je pense, qu'il va jouer dans la Ligue nationale.
Quel rôle il va avoir? Je sais pas, parce que c'est un gars, je pense, qui est capable de jouer en termes de hockey sur un top 6, mais aussi capable de jouer sur un bottom 6, dans le sens que, tu sais, il est gros, il est fort physiquement, il est capable de jouer tous les rôles. Fait que, tu sais, quel rôle il va avoir dans la Ligue nationale, c'est dur à dire, mais je pense qu'il y a des bonnes chances d'y parvenir. Écoute, encore une fois, c'est un joueur dédié. Tu sais, Patrick était comme ça quand il était joueur. C'est un gars, moi, je m'entraînais avec pendant plusieurs étés, puis c'est un maniaque d'entraînement. C'était toujours le gars le plus en forme de la gang. Puis Sam, il est pareil. Tu sais, Sam, c'est un maniaque d'entraînement, la nutrition, tout ça. Donc, je vois pas ça va être différent. Et c'est ça. Puis Sam, écoute, je me souviens quand il était plus jeune, il commençait à jouer au hockey. Pour sa fête, j'avais acheté un équipement de goaler. Et puis, il était bon, mais je savais pas s'il allait faire un gardien de but. Finalement, il a fait un joueur d'avant, puis c'est bien correct. Mais il aimait ça goaler. Puis finalement, il a changé de côté, puis c'est bien correct. Mais un bon kid, puis un bon joueur. Est-ce que tu as réussi à convertir une de tes filles ou plusieurs de tes filles en gardien de but? Non, j'ai deux filles qui sont défenseurs, puis l'autre qui est attaquante. Oh. Celle qui est attaquante, je l'ai coachée un petit peu dans les mags pendant quelques pratiques. Et puis, je voyais qu'elle m'écoutait pas fort. Donc, à un moment donné, j'amène un point, puis je dis, si tu devrais faire ça comme ça. Puis elle me regarde, puis elle me dit, de quoi tu parles? Elle dit, je connais rien là-dedans. Donc, donc là, c'est la journée que je me suis dit, oh, OK, parfait, peut-être que un père devrait pas coacher ses enfants. Donc, je me suis retiré et puis j'ai laissé coacher par un autre pendant un certain temps. Puis là, à un moment donné, donc elle a continué à être goaler pendant une couple de semaines. Puis là, des fois, dans les mags, il y a des matchs où t'as pas beaucoup de lancers. Il y a des journées que c'est plate un peu. Donc, j'ai senti dans un moment de détresse, pas de détresse, mais de déprime un peu, que peut-être que c'était peut-être pas ça qu'elle voulait faire dans la vie goalers. Donc, j'étais allé la voir, je disais, t'es sûr que t'aimerais pas ça jouer à l'avant à la place? Ouais, je pense que ce serait le fun de jouer à l'avant. Donc, j'étais bien content qu'elle change de position, parce que c'était pas vraiment un souhait que j'avais qu'elle soit gardienne, mais donc j'en ai pas qui sont gardiennes. Non, c'est ça. Est-ce que t'en as coaché plusieurs? T'en coaches plusieurs? Plus là, je fais plus de coaching, là, mais ouais, j'en ai coaché j'ai été impliqué dans le coaching pendant quand même plusieurs années, plusieurs. Les trois étaient comme, arrête de me dire des affaires, tu me casses. Non, mais j'ai toujours fait attention, tu sais, c'est pas facile de coacher ses enfants nécessairement tout le temps. Mais j'ai toujours fait, il y en a une des trois qui était plus facile à coacher que les autres. Mais c'est drôle, ici, pendant 2-3 ans, j'étais en charge du sport-études féminin, ici, à Sherbrooke. Et puis, il y en a une qui écoutait beaucoup, l'autre correct, mais un petit peu moins. Puis un matin où je dis quoi aux filles, puis là, elle m'a répondu. Tu sais, elle me répond un commentaire plate. Fait que là, aide-moi de répondre. Ben là, c'était pas content, là. Tu sais, va-t'en dans la chambre. Et puis, et finalement, elle m'a répondu. Donc, en bon québécois, je l'ai sacré dehors de la pratique. Et puis, des fois, c'est drôle. C'est drôle parce que on s'en parle encore. Puis les filles qui étaient sur la glace à l'époque, ils m'en parlent encore. C'est donc bien drôle le matin que tu as sacré Noémie dehors de la pratique. Mais ça fait partie de la vie des fois, mais c'est arrivé. La faute, t'as dû sortir ta propre fille de la pratique. Ouais, ça arrive. Des fois, comme coach, il faut que tu traces ton territoire, il faut que tu établisses ton autorité. Puis, j'avais pas aimé la région, de la façon qu'elle m'avait répondu. C'est inacceptable. Il y a un cas dit, elle avait quel âge, ça, à ce moment-là? Elle était en secondaire 4, à peu près, donc, je sais pas moi, 13-14 ans, quelque chose comme ça. Ouais. C'est l'âge où tu peut-être un peu plus confrontant avec tes parents? Ouais, c'est trop bien drôle, et puis elle avait un bon public, mais j'étais intervenu, et puis on avait utilisé la bonne vieille méthode du va-t'en dans la chambre. Donc. Comment tu gères ça après, tu sais? Parce qu'après, c'est
parce qu'elle, ça va pas chez eux. Chez eux, c'est chez vous. Non, mais là, elle avait appelé ma femme. Ça, là, papa, il m'a mis en dehors de la pratique. Puis là, comme de fait, ma femme m'appelle. Comme ça, t'as mis Noémie dehors de la pratique. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que là, j'ai eu à me défendre et à expliquer les raisons de l'acte, mais c'est correct, donc c'est ça. Mais c'est drôle, mais c'est vraiment drôle. C'est pas arrivé souvent, j'ai été chanceux, mais c'est toujours un couteau à double tranchant quand tu coaches tes enfants. Là, tes filles ont quel âge en ce moment? Écoute, 22, 20, 18. Oh, ouais, c'est plus on s'en est sorti. J'allais dire, ça achève pour toi, là, tu finis pratiquement le cycle, là, les enfants. Ouais. Oui, c'est ça mes trous, mais j'ai 2 filles à l'université, une au cégep, et puis les 3 jouent encore au hockey, c'est super le fun, puis maintenant, on est spectateurs et ça se limite à ça. C'est quoi le plus dur de coacher ses enfants? Le plus dur, je pense, c'est de voir d'un. Est-ce que tu peux coacher tes enfants? Est-ce que tes enfants sont capables d'être coachés par leur père, leur papa? Parce que il y en a qui forcent cette relation-là. Ce que je veux dire, c'est que faut que tu coaches les enfants pour tes bonnes raisons. D'un. Si tu coaches ton enfant parce que tu veux qu'il ou qu'elle ait des privilèges, puis tu veux qu'elle joue sur le power play, c'est pas une bonne raison. Souvent, il y a des parents qui sont plus durs avec leurs enfants de peur de se faire accuser d'injustice. Donc, tu sais, c'est pas facile de trouver la ligne. Et puis, l'autre élément aussi, que c'est pas tout à fait facile non plus pour les jeunes d'être coachés par leur père. Fait que moi, je pense que c'est pas tout le monde qui est fait pour être coaché par son père et vice-versa. Mais j'encourage à le faire quand que ça se passe bien, quand la relation est bonne, puis quand ça se passe bien, c'est super. Mais des fois, ça peut être pas bon pour le jeune puis pour le père, mais ça dépend. T'étais-tu un coach trop dur avec tes filles ou t'étais un trop smooth avec tes filles? Non, j'étais correct, mais j'étais un gars qui était juste. Je vais le dire comme ça. Je pense que comme coach aussi, tu peux pas être trop permissif avec tes enfants parce que les autres joueuses, ils vont créer l'injustice. Et si t'es trop dur, ben là, c'est tes enfants qui vont créer l'injustice. Donc, je pense avoir été en mesure de trouver cette ligne-là. Mais encore faut que tu sois capable de la trouver parce que des fois, il y a des contextes. Des fois, il y a des enfants il y a des enfants qui sont vraiment très confrontationnels avec leurs parents. Puis là, c'est pas facile d'arriver comme coach puis coacher ça. Donc, je pense que c'est vraiment du cas par cas. Mais j'ai été chanceux. J'ai eu des filles qui ont été relativement coachables. T'as-tu à gérer des parents qui t'ont dit là, Jocelyn, on sait bien, vu que c'est ta fille, t'as fait plus jouer? Non, j'ai jamais eu à gérer ça. J'ai jamais coupé mon banc. Jamais fait ça, d'un. Puis de deux, j'ai jamais donné de privilèges à mes enfants. Puis je pense pas que dans leur hockey mineur, faut que tu coaches comme ça. Puis c'est pas arrivé. En tout cas, si ça s'est dit, je dis pas que j'ai pas un parent qui a dit ça de m'en aller dans un corridor d'hôtel à un moment donné, mais j'ai jamais eu connaissance de ça. J'ai jamais eu le feeling que les parents étaient se disaient ça. J'ai jamais eu ce feeling-là, jamais. Y a-t-il des affaires que tu as appris dans le hockey féminin que t'aurais pas appris autrement, même si tu as joué 15 ans pro, même si tu as été en hockey? Y a-t-il des affaires reliées à avoir coaché tes filles? Eux, c'est ça, ils jouaient, je pense, c'était que des filles. Je pense que c'est hockey féminin. Ouais. Y a quelque chose que tu as appris de ce monde-là que tu dis, j'avais pas vu ça dans le hockey avec juste les boys le reste de ma vie? Ce que j'ai remarqué du hockey féminin, puis je m'en sers encore dans ma vie, dans le coaching, c'est que les joueuses sont très intelligentes. Puis dans le sens que, comme coach, faut que tu sois en mesure d'expliquer ce que tu fais. Faut que tu sois prête. Quand les filles vont faire tout ce que tu veux, ils vont le mettre en pratique, ils vont exécuter tout ce que tu veux. Mais faut que ça fasse du sens. Faut que tu sois capable d'expliquer ce que tu veux. Faut que tu sois capable de backer ce que tu veux. C'est-à-dire, par exemple, les filles tolèrent pas l'injustice. Elles étaient très revendicatrices, c'est bien correct. Mais l'autre chose aussi, c'est que sont critiques. Puis là, quand tu vas donner un exemple, quand tu fais un drill ou un exercice en bon québécois,
ils vont beaucoup te demander pourquoi. Puis et c'est quoi les raisons, puis pourquoi. Puis il faut que tu sois en mesure d'expliquer ce que tu fais. Donc, faut vraiment que tu sois prêt, tu vas te faire challenger, faut que tu sois donc faut que tu coaches, faut que tu sois très intelligent dans ton coaching, faut que tu sois très structuré dans ton coaching. Tu peux pas crier, tu vas t'expliquer. Tu peux pas tu sais, la bonne vieille méthode, ça marche pas non plus ça marche plus que les gars, mais la bonne vieille méthode de l'intimidation puis de élever la voix, là, ça marche pas avec un groupe de filles. Donc, tu les motives autrement, de façon intelligente, de façon constructive, puis avec des éléments intelligents au sens songé. C'est différent. Faut que tu sois sharp, là. Si t'es pas prête, là, les filles, tu vas te le faire dire que t'es pas prête. T'as-tu déjà senti que tu t'as mal paru? T'es comme, oh, j'étais pas prêt à des follow-up questions, moi, là? Ouais, ça arrive toujours parce qu'à un moment donné, il y a des affaires qui se passent et j'ai pas vraiment d'anecdote comme telle, mais ça arrive à un moment donné où tu sais, tu fais une drill, puis tu sais, des fois, tu prends une drill, t'es un petit peu pressé pour faire ta pratique, puis tu prends une drill, là, puis là, des fois, qui sont un peu plus compliqués que d'autres, puis t'as pas passé à ton affaire, puis là, tu te fais challenger, puis là, ouais, t'as bien raison, je vous ai fait passer du mauvais bord, c'est arrivé, là, tu sais. Mais en général, j'essayais d'être prête, là. Ouais. C'est vraiment intéressant parce que t'es pas le premier qui me dit ça. Je pense que Daniel Sauvageau, qui a coaché assistante junior majeure, les gars, et coaché évidemment les filles aux Olympiques, avait aussi fait part de cette notion-là que les filles sont des troopers, c'est des soldats. Ouais. Mais les gars, les filles vont demander pourquoi. C'est quoi le purpose de ça? Pas par défiance, pour comprendre, pour exécuter. Ouais. Alors que les gars, faites ça, que... OK, ouais. Puis après, à pratique, tu sais, en général, tu demandes aux gars, c'est quoi? Donne-moi deux drills qu'on a fait aujourd'hui, puis il y a 3/4 de l'équipe qui s'en souviendra pas. Parce que les filles, ils vont tous se souvenir, puis ils ont un esprit beaucoup plus critique. Absolument. Le dernier truc que je veux te demander avant de te laisser partir, déjà, tu as été extrêmement généreux de ton temps. Aucun rapport avec le hockey. Apparemment, que tu joues d'un instrument de musique, et j'ai nommé le drum. Ouais. Vas-y. Qui t'aurait montré les bases au drum? Écoute, jouer du drum, c'est quand même un statement qui est un peu trop fort, selon moi. Je suis capable de m'asseoir sur un tabouret de batterie puis de taper sur les pots, mais je suis pas un drummer. Je vois un drummer, j'aime ça, mais je suis pas très bon. Mais c'est drôle parce qu'à l'époque, un de mes bons amis, c'était Paul Buisson, qui est décédé maintenant, qui était un de mes bons amis, qui était caméraman à RDS à l'époque. Puis Paul, pour ceux qui le savent pas, était en plus des caméramans, était un batteur professionnel. Lui, il a joué au Festival de la Jazz quand il était plus jeune, puis c'était un batteur professionnel. Il était incroyable. Avec qui il a joué? Écoute, je peux pas dire, je sais pas, je faudrait genre vérifier, mais il a joué. C'était un batteur professionnel. Et puis, à un moment donné, de fil en aiguille, on parlait de ça. Puis, je me suis marié en 99. Puis là, je dis, Paul, moi, je tripais là-dessus. Puis je dis, il faut que tu montes à jouer. Donc, il m'avait montré les bases. Et puis, je dis, Paul, là, je dis, OK, je te donne, en plus de me montrer à jouer, je te demande deux choses. Trouve-moi un groupe, un band live pour mon mariage, puis ta carte à blanche, je veux tes engages. L'autre élément, je dis, à la condition, c'est que je veux jouer des tunes pendant la soirée, je veux jouer quelques tunes avec eux autres. Même si je suis pas bien bon, je veux jouer quand même avec eux autres. Donc, fait qu'il avait engagé un groupe, puis j'avais joué 4 tunes ce soir-là. Puis José Théodore, à l'époque, il jouait de la guitare. Donc, José, il avait joué, on avait pratiqué, on avait eu quelques séances de pratique avant. Et puis, José, il avait joué la guitare, puis Sébastien Bordelot, je sais pas si tu te souviens, lui, un ancien joueur. Sébastien, lui, il avait chanté, avec l'aide de la chanteuse du groupe, évidemment, mais, fait qu'on avait eu beaucoup de plaisir, mais ouais, c'est Paul qui m'avait, Attends, il faut absolument que tu me fasses part du setlist. Quelles étaient les chansons que vous aviez jouées à ton mariage? On avait joué, Summer of 69, Bryan Adams. On avait joué Marjo Provocante. On avait joué... j'ai un blanc, les deux autres. J'ai vraiment un blanc. C'était une reliée à ta femme? C'était quoi la raison derrière ces choix? Non, ben écoute, c'est des tunes qui étaient relativement faciles à jouer au drum.
Il y a Summer 69 qui était, qui était en 16, mais c'était correct, là, je m'en suis débrouillé. Mais, c'est ça. Mais je me souviens pas des deux autres, mais on avait joué 4 tunes. Et puis, c'était bien le fun. Oui, Sébastien Bordelot est venu au podcast. OK. Je l'avais fait, je l'avais rencontré sur, il y avait une série de hockey sur Jean Béliveau, je pense. T'as-tu la série de Béliveau? Possible. Il jouait dans les scènes de figuration parce que c'était Alex Dandonneau qui faisait les scènes. Puis il avait appelé Bordy, puis là, il était venu. Fait que là, je commençais le podcast. Puis je pensais à ça parce que je dis, ça serait cool. Lui, son père, Paulin. Oui. Tu trouvais ça tough de coacher tes filles au secondaire. Son père l'a coaché dans la Ligue américaine. Oui, exact. Un peu comme toi dans les pratiques, mais son père s'est déjà habillé. Mais lui, pour une game, oui, je me suis... dans la quarantaine. Oui, avancé. Ouais, genre 44, là, l'affaire que tu fais, mais là, attention, là. Oui. Les affaires que tu fais, J'étais à Montréal à l'époque, puis les gars, ils capotaient parce que, tu sais, hey, Paulin, il a joué hier. Ah oui, Paulin, il a joué. Mais, c'est rare, tu vois ça. Non, tu verrais plus ça aujourd'hui. Ça, déjà ça, tu te dis, ça fait déjà, on dirait que ça fait une éternité. Ouais. Mais, est-ce que vous aviez fait d'autres shows, toi, puis Théo? Non. Okay, on jouait de temps en temps, je me souviens, tu sais, dans des parties privées, tu sais, vraiment, on va chez vous, on va jouer un peu, tu sais, mais pas de façon devant du monde, non, jamais. Parce que Théo, c'était un gros fan de punk, là? Oui. Et lui, c'était Bad Religion. Oui. Mais lui, mais c'est un gars très passionné par la musique, puis il connaissait tout. Dans le sens que, tu sais, il pouvait parler de n'importe quoi. Puis, il connaissait tout, là. Donc, c'est un gars qui aimait la musique. Je pense qu'il était devenu ami avec les gars des Ramones. Je sais pas si ça dit de quoi. Ça se peut. Oui, je connais le groupe, mais ça se peut. C'est probable. Il était allé voir les gars jouer. Ah, ok, cool, là, t'es goaler. Puis, tu sais, il était un gros fan de punk. C'est quand même drôle de devenir ami avec les gars des Ramones, là. Ouais. Hey, merci énormément d'avoir pris le temps, Jocelyn. C'est un plaisir. Le premier gardien des Canadiens, dans ce qui me concerne, dans mon histoire personnelle. Je sais pas qu'est-ce que le futur te réserve. T'as coaché tes filles, t'es DG de l'année en titre encore, parce que la saison... Oui. En fait, il a été donné à quelqu'un cette année. Donc, OK, bon. C'est qui a gagné cette annne? C'est Jim Moulton des Islanders de Charlottetost. Ah, OK. Ouais. Avec le fait que tu vas être en quête de nouvelles aventures, est-ce que le management de la Ligue nationale, c'est quelque chose qui t'intéresse? Qu'est-ce qui t'intéresse? Je dis pas non, mais je sais pas, tu sais, je voulais prendre du temps, pas pendant la COVID, c'était pas vraiment mon plan qu'il y ait une COVID, là, mais ce que je veux dire, c'est que je voulais prendre quand même du temps, là, pour relaxer, pour prendre un peu de temps pour moi. Mais tu sais, j'ai quand même des occupations aussi. Je regarde j'ai différents peut-être objectifs présentement que je regarde, mais je suis pas pressé. Tu sais, j'ai quand même des entreprises que je m'occupe. Et puis encore une fois, je voulais profiter du temps pour avoir un petit peu de recul, aller voir mes filles jouer, puis puis aller voir notre club junior jouer, puis avec un œil un peu détaché. Je vais prendre un petit peu de temps pour moi, puis encore jeune, fait que je regarde les opportunités. Je veux rester dans le hockey, je veux rester, puis j'aime la business, j'aime les affaires, donc je suis là-dedans, je suis impliqué dans plusieurs choses aussi. Donc, je me garde quand même un certain recul pour le moment, puis on va regarder ce qui va se passer. Est-ce que certaines de tes filles visent l'équipe nationale? Non, en fait, ma deuxième fille a été dans les programmes, elle joue au Jeux du Canada, a été dans les programme d'équipe du Québec, a jamais été invitée au camp de l'équipe nationale, toujours un petit peu sur le bord. Elle s'en va à Concordia cette année. OK, donc c'est une bonne joueuse. Est-ce qu'elle va juste l'équipe nationale un jour? Elle aimerait ça. C'est un de ses objectifs. Mais jusqu'à présent, c'est comme juste sur le bord, mais elle a pas été invitée au niveau des camps d'entraînement. Donc, je sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais elle aimerait ça. Tu sais, c'est qui c'est coach à Concordia, hein? Oui, c'est Caroline Ouellette et Jolie Chou. C'est un excellent programme de hockey féminin, by the way. Puis il y en a plusieurs, là. On est chanceux. Concordia, McGill, Montréal, c'est des très, très bons programmes de hockey féminin. Donc son choix a été d'aller à Concordia. Et puis, je suis convaincu qu'elle va être très, très bien coachée par Caroline.
Ben oui, merci énormément, Jocelyn. Honnêtement, change pas. Tu vieillis pas, t'as la même face qu'à 19. Les gens ne te voient pas, là, ton petit polo Puma rose. On dirait que tu sors de l'université, ça n'a pas de sens. Ben, fort là-dessus. Ma femme, elle trouve que je mets pas assez souvent de crème, mais j'aime pas ça. Fait que, on va vivre avec ça. T'es bien gentil. T'as encore ta face de petit gars, mais j'ai genre 3 enfants presque dans la vingtaine. Fait que je sais pas quoi te dire. Y a pas de secret. C'est ça, les gènes. J'imagine. Merci beaucoup, Jocelyn. Ça a été vraiment plaisant. Et, on se recroise à un moment donné. Ça fait plaisir, David. Bonne chance. Merci tellement à Jocelyn Thibault qui a pris le temps. Quelle générosité et quel homme. On lui souhaite la meilleure des chances dans son nouveau poste de directeur à Hockey Québec. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, les tannants et tannantes, bien sûr. OK, bye-bye now.